Mardi 3 juin 2025, Carte Suita, première édition du mois. Bonsoir, bienvenue. À quelques mois de l'élection présidentielle, la principale problématique aujourd'hui porte sur le jeu et les enjeux des déclarations de candidature. Il est question d'analyser les règles, les pratiques et les dérives autour des candidatures. Aussi, évaluer le cadre juridique et politique des candidatures à la présidentielle, interroger la moralité et la lisibilité du jeu politique en contexte de transhumance, débattre du mandat impératif comme outil de fidélisation politique ou de dérive autoritaire. Enfin, il s'agit de comprendre les motivations réelles derrière les déclarations précoces ou tardives de candidature. Et pour en parler sur le plateau ce soir, nous avons 4 invités, 4 panélistes. Évidemment, Charles-Élie Zan, vous êtes homme politique, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Olivier, bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à tous les Camerounais qui me suivent ce soir. Permettez-moi de dire un bonsoir particulier à toutes les populations de Nouvelle, de Ngodi Bakoko, et surtout à la grande famille Voxan de Messok, Bangoulou Macron. Permettez que je vous accueille, Charles-Élie, avec une question d'actualité, comme je le ferai d'ailleurs avec les 3 autres panélistes. La ville de Yaoundé abrite depuis hier un événement majeur, les Journées économiques internationales des communes, GICOM. L'enjeu principal étant de créer un espace de développement et de financement pour les projets communaux, intercommunaux. Charles, lorsqu'on sait que la question du financement a toujours été l'épineux obstacle au fonctionnement des communes, doit-on comprendre que les collectivités territoriales décentralisées ont véritablement décidé de prendre leur destin en main et ne plus attendre ou dépendre des 15% du gouvernement? Justement, bon, là c'est le conseil municipal qui va parler. Je suis conseiller municipal à Douala 2e et conseiller à la ville de Douala. Je vis au quotidien depuis 2020 cet épineux problème d'accès à la niche financière qui puisse permettre aux collectivités territoriales décentralisées de pouvoir bénéficier et enfin de pouvoir financer les projets sociaux que ces communautés ont. Les 15% du budget central de l'État, qui arrivent souvent parfois en compte-gouttes, qui arrivent souvent parfois en retard, qui ne peuvent pas permettre, lorsqu'on fait une division équitable à toutes ces collectivités territoriales, de pouvoir avoir accès à cette source de financement qu'il faut. Il faut donc que les maires puissent aller un peu plus au-delà. Et là, la loi sur la transition leur permet de signer des jumelages, des contrats avec des partenaires privés. Et aujourd'hui, l'État, qui est l'organe central, et dont le président de la République, dans sa fonction tributaire qui est de faire du Cameroun un pays unitaire et décentralisé, avait mis l'accent sur le fait que le développement puisse partir et de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Il est donc clair que ce grand événement, cette grande messe qui pose sur la table l'offre et la demande, d'un côté l'offre de par les collectivités, de par les partenaires qui peuvent financer les projets sociaux, et de l'autre côté la demande qui vient des collectivités territoriales décentralisées, et que cela soit présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement en personne, et qui est par ailleurs président du Conseil national de la décentralisation. Cela veut dire que l'État du Cameroun, le gouvernement a compris qu'il faut qu'il soit le premier acteur au niveau moral, financier, partenaire technique en termes de caution. Parce que c'est l'État du Cameroun qui vient avec la caution pour que ces partenaires-là, l'AFD, tous les partenaires financiers qui sont là et qui ont accepté de financer le projet. Je suis heureux qu'on ait compris qu'il faut aller dans le partenariat sud-sud et que le Maroc a été le pays, disons, star, vedette, qui a été invité et près de 18 projets dans les communes ont été choisis comme ça pour être financés. Voilà. Il s'agit là d'un investissement social. Parce que c'est des investissements dont le retour sur l'investissement est à très long terme. Par exemple, lorsqu'une mairie réussit à décocher 3 milliards de francs CFA pour financer la construction des bornes d'eau, de poser des lampadaires, construire des hangars commerciaux, nous sommes d'accord que le retour sur investissement de ce partenaire ne sera pas dans les 3-4 mois qui suivent. C'est un investissement social qui peut être compensé par ailleurs dans autre chose. J'ai vu une mairie, par exemple, à vocation rurale, qui a en train de signer un partenariat avec un grand groupe international qui va lui fournir des fruits, par exemple, et ce grand groupe
vient comme ça dans la construction des infrastructures, écoles, hôpitaux, infrastructures sportives de la nation. Donc, c'est une très bonne chose. Et nous demandons à ce que le gouvernement, moi, le conseil municipal, que le gouvernement fasse de cette messe une messe annuelle. Que ça se passe chaque fois, et non plus attendre 1 an, 2 ans, que ça se passe chaque fois. Ça viendra en appui aux 15% du budget central de l'État qui doit être remis aux collectivités territoriales décentralisées. C'est une bonne chose. D'accord, on attend juste les retombées de ces travaux, peut-être dans les prochains mois. Thierry Mounet, vous êtes militant du PCRN. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Olivier. Merci de m'accueillir une fois de plus en tant que communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale sur votre plateau. Je profite de l'occasion pour dire déjà un bonsoir particulier à tous les nombreux militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui écoutent cette émission en ce moment. Je dis toutes mes félicitations une fois de plus au président national Kaba Libi pour le choix qui a été porté sur lui comme candidat à l'élection future présidentielle du Cameroun qui aura lieu bien entendu en 2025, précisément au mois d'octobre. Merci à tous ceux qui sont scotchés à votre émission ce soir et surtout très content de partager ce plateau avec les érudits de la politique que sont ses aînés. Justement, Thierry, vous parlez du PCRN, de votre parti. Peut-être faudrait, je peux vous le rappeler, vous le savez d'ailleurs, Kaba Libi et Robert Konan étaient une fois de plus en confrontation. La même cause, le même problème sur la table, la question de la nullité des résolutions du premier congrès ordinaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ayant porté Kaba Libi à la tête du parti. Le procès était en cours d'appel à l'extrême nord hier. Sans tout autre commentaire, est-ce que vous pouvez nous faire juste un peu le compte rendu? Vous savez, en principe, on n'a plus à débattre sur ce point. Vous savez, la justice, à 4 reprises, a dû rendre ses décisions de justice. Et pendant ces 4 décisions, il est bien évident, lorsqu'on lit ces décisions, que le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale actuel, capable et à même de parler au nom de ce parti, reste et demeure le président, l'honorable Kaba Libi. Tout ce que vous voyez, ou alors tout ce qui se fait aux alentours de ces multiples décisions ne sont que des jeux pour pouvoir apporter de l'embrouille ou alors de la discorde dans les rangs précisément du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Mais il est bien entendu nécessaire de pouvoir dire aux téléspectateurs, mais surtout aux militants du PCRN, de rester calme, de rester à l'écoute simplement de toutes les directives qui viendront du directoire national. Comme quoi, nous sommes déjà en rang serré pour affronter les échéances, ou encore l'échéance la plus grande de la nation, qui est l'échéance de la présidentielle. Et nous n'avons vraiment pas à nous référer une fois de plus à ces différentes décisions, alors à ces différentes plaintes, une fois de plus, qui sont traînées par M. Konas devant les juridictions du côté de l'extrême nord. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'on reste calme et simplement bien orienté sur les tâches qui nous attendent pour mettre demain le président national à la place qu'il faut, qui est celle, bien entendu, d'accéder à la magistrature suprême de notre pays. Et donc vous êtes résolument tourné vers les élections, quelles que soient les décisions. Mais puisqu'on ne dit pas deux fois le droit. Non, je pense qu'il a été dit, c'est pour les mêmes causes, et je pense que les mêmes causes produiront sensiblement les mêmes effets. D'accord. On va le retenir ainsi. Professeur Ambroise Luson Essomba, bonsoir, vous êtes enseignant de droit, enseignant d'université. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de le rappeler. Peut-être que je ne suis pas aussi un enseignant de quartier. Merci de le rappeler, enseignant de droit à l'université, c'est bien ça. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui regardent cette émission. Je salue avec respect les autres co-discutants avec lesquels nous allons échanger sur les sujets que vous avez choisi de mettre en débat. C'est pour moi un plaisir d'être là. Vous savez, après mon hibernation de 1 an, 4 mois, c'est la première fois que je rejoins les studios du STV et je voudrais passer un bonsoir à M. Dipita qui a vraiment insisté que je sois là ce soir. C'est un honneur pour nous, en tout cas, de vous recevoir une fois de plus après votre période d'hibernation. Dit que nous vous avons contacté plusieurs fois pour des sujets, vous avez été catégorique, l'hibernation et rien d'autre. Bien sûr. Alors, je vous accueille avec cette question aussi d'actualité, affaire Saint-Désir à Tango. Oui. Après sa sortie tonitruante révélant ses relations intimes avec sa progéniture pour
des raisons spirituelles, l'artiste est désormais entre les mains de la gendarmerie. On a appris même en début de soirée qu'il serait déjà mis sous mandat de dépôt. Une affaire comme celle-là, professeur, du point de vue sociologique, comment ça s'explique? Est-ce la résultante d'une société quelque peu en dépravation? En déliquescence? Non, je ne pense pas. Vous savez, les sociétés sont établies autour des règles de droit, autour des principes qui structurent la vie en société, autour même des règles coutumières, parce qu'il n'y a pas seulement que le droit qui harmonise les rapports en société, l'équité, la morale, les pratiques coutumières aussi. Ce que je vais vous dire en tant que juriste sur cette question, c'est simplement que c'est une infraction pénale qui est prévue par notre code pénal en son article 360. D'ailleurs, l'inceste est défini comme les relations sexuelles qui sont entretenues entre ascendants et descendants sans limitation de degré. Sans limitation de degré, parce qu'en France, on l'a limité à la 4e génération. Mais au Cameroun, c'est sans limitation de degré, la précision en vaut la peine. Maintenant, il faut pouvoir indiquer que, pour entrer dans le fond, c'est-à-dire pour élargir la question, indiquer que l'inceste, c'est-à-dire les rapports sexuels, sont interdits entre père et fille, entre frères et sœurs, c'est-à-dire consanguins ou germains, entre adoptants et adoptés. C'est-à-dire que si vous êtes un monsieur, vous adoptez une fille, notre code pénal interdit des rapports, quel que soit du fait que cela ne soit pas votre fille biologique. D'accord. Maintenant, l'article 360, alinéa 2, précise les modalités d'enclenchement de la procédure. Parce que ce qui a été fait jusqu'alors relève de ce que je vais appeler une clameur publique. C'est-à-dire qu'en fait, le commandant l'a saisi parce que la clameur publique est montée avec persistance. Mais l'article 362 alinéa 2 précise les modalités d'enclenchement. Qui peut donc enclencher cette procédure? On précise que l'enclenchement peut être fait par les membres de la famille. C'est-à-dire, ça peut être la mère des filles, ça peut être les tantes, les oncles, ainsi de suite. C'est-à-dire la famille, réduite, c'est-à-dire qui ne concerne que les victimes. Mais maintenant, il est précisé que, vous savez, avant l'entrée en vigueur du code pénal, le nouveau, il était précisé que l'infraction de l'inceste était condamnée à 10 ans. Donc c'était un crime. Mais on a recorrectionnalisé l'infraction et on l'a ramené à un délit. C'est la raison pour laquelle c'est condamné de 1 à 3 ans. Vous voyez? Mais maintenant, ce qui se passe, c'est simplement que si aujourd'hui on a l'information, vous confirmez l'information qu'il a été mis sur écrou, ça veut peut-être dire qu'il y a un membre de la famille très rapproché en qui la loi confère cette qualité, qui a dû saisir dans peut-être les tribunaux à travers une requête. Voilà. Donc, il faut préciser qu'en France, on a renforcé, plutôt on a durci l'infraction. C'est passé de 10 ans, la condamnation est passée de 10 ans à 15 ans. C'est-à-dire qu'on a rattaché cela à des actes d'agression sexuelle et pourquoi pas de viol. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons suivi le traditionnaliste Bingono qui nous disait que même sur le plan traditionnel, on ne peut plus faire les purifications. Parce que c'est une infamie qui ne peut pas se comprendre. Vous avez suivi les filles, elles disent qu'elles sont consentantes. Non, il n'y a pas de consentement en matière d'inceste. Parce qu'il y a un ascendant qui utilise sa position dominante pour essayer d'influencer, comme c'est le cas, c'est le père. Et il utilise toutes ces positions dominantes pour essayer de ramener ses filles à des actes qui ne peuvent pas s'expliquer, même sur le plan religieux, même sur le plan traditionnel. Donc nous pensons que le législateur, vraiment, je peux me le permettre, est même celui qu'on peut stigmatiser. Parce que si on avait laissé cette peine à 10 ans, rentrant dans le sillon d'une infraction pénale, c'est-à-dire que criminelle, ce qu'aujourd'hui, certainement, il s'expose à cette sanction radicale. D'accord. Est-ce que le procureur ne peut pas s'auto-saisir? Non, ici, c'est une infraction personnalisée et qu'on appelle les infractions subjectives. C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, le procureur ne peut pas s'auto-saisir. D'accord. Recevons Célestin Djamène, homme politique, juriste aussi, président de APAR. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV et bonsoir à tous mes co-panélistes. Merci pour l'invitation. Je voulais simplement rappeler que dans le cadre de l'inceste, en cas de dénonciation, n'importe quel citoyen peut dénoncer les faits d'éluction. Et dans ce cas, et seulement dans ce cas, le procureur peut s'en saisir.
même s'il n'a pas le droit d'autosaisir dans le cas d'espèce, mais un citoyen qui va dénoncer les faits, le procureur est en droit de prendre ça en considération et d'engager la procédure. Bon, maintenant, dans le cas de l'inceste aussi, il faut savoir que, dans un premier temps, le code pénal camerounais, à travers l'article 360, se limite à la condamnation de l'inceste entre ascendants et descendants, aussi de manière collatérale entre frères et sœurs, et ça veut dire que les cousins et les cousines, apparemment, qui ont aussi les liens de sang, ne sont pas concernés, visiblement. Et puis, il y a aussi un cas d'espèce qui attire mon attention, c'est que les filles ont 28 ans et 31 ans, qui apparemment défendent leur papa, vraiment bec et ongle, parce que j'ai mes dernières heures d'information, et puis j'ai lu quelque part que le procureur avait demandé qu'on relâche, qu'on ramène le suspect ou le prévenu à la Légion de gendarmerie, en attendant une plainte. Alors, je ne sais pas si entre-temps la mère apporte plainte ou quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est les dernières informations que j'ai reçues. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, on va rester dans le même sillage avec vous pour essayer de comprendre ce qui se passe concrètement, parce que ce n'est pas une affaire également aussi écartée. Il s'agit de l'affaire d'Agobert Nwafo, qui n'est pas moins dramatique pour la société. La question que je vais vous poser, Célestin, comment arrêter cette spirale de violence, de faits macabres qui semblent compromettre l'éducation des jeunes? Si cela finit par se normaliser, alors on devra craindre pour le futur. Je pense que dans le cas de M. Nwafo, il s'agit d'un cas, un acte posé par un récidiviste. Il a déjà tué ce monsieur. Et apparemment, le meurtre, le premier qu'il a commis, il avait été mis très rapidement en liberté. Il avait tué un certain monsieur alias le ministre, il a été assassiné par M. Nwafo. Et si la police et les autorités de justice jouaient leur jeu à fond, peut-être qu'il serait encore en prison. Ils n'auraient donc pas eu le temps et l'occasion de tuer le petit innocent, le petit Matisse. Donc en vérité, ce qu'il y a aussi à pointe du doigt, c'est aussi le laxisme judiciaire. Parce que je pense que dans les histoires de crimes, et surtout de crimes, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, mais surtout d'enfants, il faut sévir. Parce qu'on ne peut pas ménager les gens qui ont porté atteinte, qui ont ôté la vie à autrui, et pour des raisons tout à fait incompréhensibles, les relaxer. Donc je crois qu'il y a un vrai problème de la justice. Dans le cas de Matisse, évidemment, quel être humain peut ne pas être sensible au massacre d'un enfant innocent qui n'a rien fait, du seul fait qu'il y a eu altercation entre le papa de la victime et ce monsieur Nwafo, ben, ce petit lâche est parti prendre un poignard pour assassiner un enfant de 6 ans. Donc sur le plan de la conscience humaine, c'est insupportable. C'est insupportable. Et là, je pense même que ce qui est d'autant plus choquant, c'est que ce monsieur Nwafo est allé profiter des soins au CHU de Yaoundé, alors que l'enfant était dans le frigo. On sait très bien qu'il y avait un quasi-délit, c'est-à-dire que l'enfant a prononcé le nom avant de mourir de son agresseur, de son assassin. Il y a eu des audios, il y a eu une fuite de la part de M. Nwafo, une chasse à l'homme, et puis il a été protégé par la gendarmerie. Donc il y a quasiment un flagrant délit. Dans ce cas d'espèce, je veux bien, je suis pour la présomption d'innocence, mais très honnêtement, franchement, là, dans le cas d'espèce, je suis pour la peine de mort pour les crimes d'enfants. Je suis pour la restauration de la peine de mort. Parce que là, effectivement, il faut bien sûr que l'État garde la main haute, mais vraiment, quand il y a un crime d'enfant, je crois qu'il faut réappliquer la peine de mort, qui a été suspendue dans ce pays depuis 1984. Donc, je suis désolé que M. Nwafo soit encore dans un confort relatif, même s'il est en Kodengui, on dit qu'il est en isolement, mais je pense que dans le cas-là, il faut juger très rapidement et prononcer la sentence de mort. Rapidement pour dissuader les éventuels assassins d'enfants, tout simplement. En tout cas, vous voulez ajouter un mot? J'ai voulu juste dire qu'au-delà du meurtre d'un enfant, mais il a tué 3 enfants, parce que les 2 autres sont traumatisés, c'est-à-dire ils ont vu comment leur frère meurt sous les coups de poignard. Ils sont traumatisés toute la vie. Donc moi je pense que c'est une situation, je suis presque d'accord, je suis d'accord avec le développement que venait de faire le président de la part pour dire que c'est des sanctions qui doivent être rédigées, faites, pour que dans le futur, on ne vive plus de tels actes. À titre dissuasif, en tout cas. Bien sûr, à titre dissuasif. Parce que la loi, c'est ça. La loi, c'est aussi ça. Il faut dissuader. Un des réveils de la loi, c'est la dissuasion. Parce que si on ne les dissuade pas, je veux vous dire, vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, c'est des choses qui vont monter en escalade. Parce qu'il a déjà commis un premier meurtre, il a été libéré très rapidement. Et vous voyez que s'il avait été condamné pour le premier meurtre,
par exemple, à 10 ans, je suis certain qu'il n'aurait pu commettre un deuxième crime. Bon, espérons, parce que... Il faut quand même préciser, professeur, que en général, quand il y a des crimes dont les enquêtes n'ont pas encore apporté de clarification, il faut souvent craindre les erreurs judiciaires. Et que si on applique dans ces cas-là la peine de mort, il peut arriver qu'on trouve le vrai coupable après. Mais là, il y a vraiment flagrant délit. Le monsieur est allé poignarder l'enfant, tout le monde a vu le sang sur le couteau, il a fui, on l'a vu, on l'a filmé. Donc il n'y a pas de doute quelle enquête on doit encore engager. Je dis que les éléments de preuve sont là. Mais bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Fictivement, mais pour moi, il y a un flagrant délit, quoi. Bien sûr. C'est tout. D'accord. En tout cas, selon un programme que nous avons en notre possession, le petit Mathis sera probablement mis sous terre ce week-end. Donc, l'occasion pour nous d'adresser... Et lui, il est vivant. D'adresser encore nos condoléances à la famille durement éprouvée. Maintenant, place au débat. Présidentielle 2025, jeu et enjeu, des déclarations de candidature. La première question, je vous l'adresse, professeur Lezon et Somba. À 4 mois d'élection, les candidatures se multiplient, candidatures précoces, tardives ou stratégiques à votre avis? Non, écoutez, le corps électoral n'a pas encore été convoqué par un décret du président de la République. Parce que vous savez, ce décret a souvent fait l'objet au plan du droit administratif d'un sérieux problème. Est-ce un acte de gouvernement ou un acte administratif qui peut être susceptible de recours? Mais ce ne sera pas ça le débat de ce soir. Vous savez, moi j'aime définir la démocratie comme ce jeu, mais qui est articulé autour des enjeux. Mais les enjeux ne doivent pas dominer sur le jeu, et c'est ce que nous observons aujourd'hui au Cameroun, parce qu'il y a, lorsque vous avez par exemple une position contraire, vous êtes lynché publiquement. Pourtant, nous sommes en démocratie. La démocratie suppose aussi que nous ne serons pas d'accord, et vous verrez tout à l'heure, nous ne serons certainement pas d'accord sur tous les sujets que vous avez placés en débat, mais comme on dit très souvent, de la controverse jaillissent les lumières. Et je vais vous dire, c'est très intéressant. Moi, j'aime convoquer la disposition 3, la prescription constitutionnelle, l'article 3, qui est clair. Les partis politiques concourent, les partis politiques et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques, de la souveraineté et de l'unité nationale, et leurs activités doivent être conformes aux lois. Alors, vous savez, on ne peut pas faire une élection sans candidature. C'est-à-dire que ce ne serait pas une élection. Et c'est la raison pour laquelle les lois camerounaises en la matière ont ouvert le jeu démocratique. C'est-à-dire, même quand bien même vous n'êtes pas allé à une élection, mais le législateur a eu des élans de magnanimité en ouvrant des marges de manœuvre pour pouvoir candidater. C'est la raison pour laquelle l'article 121 de notre code électoral est suffisamment clair. C'est-à-dire que vous pouvez être investi par un parti politique qui est représenté au Parlement. Quand on dit Parlement, c'est à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou dans les instances délibérantes telles que le conseil municipal et le conseil régional. Maintenant, au-delà de cela, le législateur a dit, bon, c'est ce qui fait même débat, parce qu'on dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, en réalité, l'article 3 de notre Constitution est l'article qui confère l'éligibilité. Mais l'article 121, alinéa 2, revient dire que, bon, même si vous n'êtes pas allé aux élections, on ouvre l'opportunité, la perspective d'une candidature indépendante. Mais pour cela, il faut réunir 300 signatures à raison de 30 par région. Ça fait 3. Donc, vous convenez avec moi que le jeu démocratique est ouvert lorsqu'on se réfère à nos dispositions, que ce soit les dispositions constitutionnelles ou les dispositions législatives en la matière. Donc pour l'heure, nous pensons que c'est tout cela, la démocratie, la participation des acteurs politiques dans la vie politique de l'État à travers la recherche des postes électifs, députés, maires, conseillers municipaux, pourquoi pas conseillers régionaux. Donc voilà un peu, j'étais au premier jet, le premier propos que je peux tenir par rapport à la question que vous avez si bien posée. Thierry Mounet, quelle analyse faites-vous de cette avalanche de candidatures? On dénombre aujourd'hui une vingtaine, peut-être plus, déjà annoncées. Est-ce, selon vous, par souci de participer juste au jeu politique, ou il y a derrière cela une véritable volonté d'échanger le régime? Oui, mais je vais commencer par la fin de votre question. Vous savez,
en tant qu'observateur, on ne peut pas dire forcément au nom d'un candidat à une élection présidentielle dont on n'est pas de la même formation politique qu'il est là simplement pour faire plaisir. On pense, tout le monde ici présent, je pense, que, comme l'a dit le professeur, tout parti politique concourt à l'expression du suffrage, avec pour ambition, bien entendu. Article 3 de la Constitution. Avec pour ambition effectivement, de briguer la magistrature suprême. Mais seulement, ici, et puis dans le cadre du Cameroun, effectivement, nous sommes dans un jeu qui voudrait que tout ce monde-là candidate pour cette élection. Maintenant, est-ce que vous pensez que nous avons une mesure pour savoir qui est sérieux ou qui ne l'est pas? Mais dans tous les cas, ceux qui sont sérieux, on les connaît. On les connaît à partir des actions qu'ils posent sur le terrain, à partir de la construction et de la constitution qu'ils font, en fait, des éléments qui sont les leurs pour les amener un peu plus loin dans le cadre, effectivement, de leur vie politique. Donc, il est tout à fait normal que, pour revenir, que les candidats ou encore les candidatures continuent de se déclarer parce qu'effectivement, nous restons encore dans le cadre uniquement des déclarations de candidature parce qu'en fait, il n'est pas encore question de faire une sélection de qui le sera ou qui ne le sera pas. C'est pour ça qu'on en a sensiblement plus d'une vingtaine. Oui. Et qu'au soir, effectivement, de la sélection qui sera faite après le corps électoral qui sera convoqué, on saura effectivement qui sont ceux qui respectent les conditions d'éligibilité en fait pour faire partie effectivement de cette élection. Donc pour l'instant, c'est tout à fait normal que ça fuse de partout, c'est tout à fait normal que tout le monde pense que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas bien fait et qu'ils sont sensiblement ou qu'ils soient les personnes les mieux aguerries pour faire mieux. Mais nous pensons essentiellement que pour se jeter dans un jeu politique comme celui dans lequel nous sommes, avec pour ambition l'élection présidentielle, il faut mieux se préparer. Il faut sortir, comment je dis ça, il faut sortir de la distraction pour donner la possibilité effectivement à ceux qui sont capables de pouvoir faire les choses de la meilleure des manières, de le faire avec une élection qui soit digne de ce nom. Question simplement de ne pas disperser en fait les voix. Question de ne pas disperser en fait l'opinion publique nationale qui est entièrement convoquée pour participer à cette grande messe politique. Donc, il est tout à fait normal que chacun, jusqu'ici là, se déclare candidat, mais le soir venu, il sera aussi très intéressant que ceux qui sont là juste pour de l'agitation sachent faire place à ceux qui seront capables de pouvoir faire des choses. Charles Elisanque, même si on est encore dans le cadre des déclarations de candidature, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un engouement qu'on observe. Comparé par exemple à la même période en 2018, il y a quand même un peu plus de candidature ou de volonté de participer à cette élection. Comment on peut expliquer cela? Parfois, des déclarations de candidature sans véritable programme politique. Quel peut être l'enjeu autour de cet engouement-là? Je suis de ceux qui estiment que l'élection présidentielle étant l'élection suprême, qui est un rendez-vous entre un homme et le peuple, à travers lequel on va définir la politique générale de la nation, que les règles de présentation ou de déclaration de candidature soient encore plus durcies. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le durcir. Parce que c'est quand même aberrant. Je prends l'exemple 2018. 27 candidatures. 16 invalidées, soit par le Conseil électoral, soit par le Conseil constitutionnel. Et un désistement. Pour qu'on se trouve avec 9 candidats sur les status blocs pour qu'on démarre l'élection. Les 16 candidatures qui ont été invalidées, il fallait lire les raisons pour lesquelles ces candidatures ont été invalidées. C'est là où j'estime que certaines personnes ne sont pas sérieuses lorsqu'elles déclarent leur candidature. Ça, c'est pour 2018. Allons en 2025. Permettez-moi. Cabral Libi, Joshua aussi, Maurice Kamto, ceux qui auraient déclaré, hein? Oui. Cabral Libi, Joshua aussi, Maurice Kamto, Célestin Bédigui, Timbane Bono, c'est l'avocat. Akere Mouna, Matomba, Jean-Blaise du Kingwet, Success Congo, Toumani Damjoya, Baler Bessala, Jean Baebek, Nyam Timba Dominique, Gouet Jean-Blaise. Il y a même un autre qu'on appelle Bijou, Ongma, Kankanye, quelque chose comme ça là. Jimmy Jap, Dindin Ferdinand, Luc Njana, Asson Michael Kumba,
Aboubakar Sidiki, Timi Essono Eric, Jean-Marie Djibamou, Espoir Billon, il y a un autre là, Marie Yébé. Ce n'est pas tout. Hein. Non, je dis ça. Non, peut-être qu'on n'est pas encore candidat. Non, on n'est pas encore candidat. Le nombre fait combien Nous sommes, ce que j'ai lu là, nous sommes à 25 déclarations de candidature. Pour le 25, moment. Pour le moment, 25 déjà. Ouais. Bon, mon grand frère César Djamel n'a pas encore déclaré sa candidature. Le groupe de Douala, non, tu es président du parti politique, j'estime que tu le feras. Paul Biya. Non, Actuellement, non, j'y arrive. Paul Biya, le candidat du RDP, que je souhaite qu'il soit mon candidat, n'a pas encore. On sera à 27. Le groupe de Douala est en train de bagarrer entre eux là-bas. Bon, qu'est-ce qui va sortir là? On ne sait pas. Il y en a encore qui se. Je pense que cette annonce sera une trentaine de candidatures. Et vous verrez que lorsqu'on aura la trentaine de candidatures, on va se retrouver avec et des désistements, et des invalidations, et on aura un corpus d'une dizaine, les mêmes noms que la dernière fois. Et peut-être 2 ou 3 ajouts là qui viendront. Donc moi j'estime à un moment donné qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Ça c'est au niveau d'avoir des déclarations, le nombre. De 2, je ne comprends pas. Et là je parle comme le gars du quartier. J'ai pas, bon, on a traité mon grand pauvre enseignant du quartier et tout. Ça c'est parce qu'il a dit ce qu'il pense. Ça n'a pas plu à ceux à qui disaient les choses hier, qui leur faisaient plaisir. Il était le meilleur pauvre du monde. Aujourd'hui, il est vilipendé. Bon. Mais moi, je dis, deuxième chose, c'est est-ce que lorsque tu as tout ce programme-là, qui est le tien, et que tu auras dit, c'est Saint-Germain est tout beau, il est mignon, j'aime ce qu'il fait, et que les gars, c'est Saint-Germain doivent t'aimer, ou alors quand tu auras dit, je ne suis pas d'accord avec lui, il faut te détester, il y a aussi ça. Ce jeu politique-là, qui fait en sorte que certains estiment que c'est eux les super candidats. Et enfin, de vous à moi, j'ai fait un récapitulatif des différents scores aux différentes élections présidentielles. Quand je prenais la parole pour la deuxième fois, je vous donnerai les scores de ce que celui qui a gagné a eu, Paul Biya, et ce que tous les autres ont eu, du deuxième que je suis au dernier des candidats. Vous comprendrez que quelque part même aussi, pour qu'il y ait aussi que peut-être un enjeu aussi un peu plus fort, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on durcisse les règles en la matière? Parce qu'il y a pour moi, à ce que je pense, au-delà de la liberté. Tout à l'heure, le grand Benjamin disait qu'il est pour qu'on restaure la peine de mort. Bon, alors qu'il fait partie des gens qui ont bagarré dans ce pays pour que les libertés reviennent. Et parmi lesquels le Coloré, c'était l'abolition de la peine de mort, par exemple. Aujourd'hui, est-ce qu'on va aussi demander à certains Camerounais de ne plus être candidat alors que la loi peut-être leur permet, et qu'à la fin, on a vu que le gars n'avait même pas la carte d'électeur. Et qu'à la fin, on se rend compte que donc, il y a tout ça là qui voudrait que, soyons sérieux, c'est l'enjeu électoral suprême, que ceux qui y vont soient des personnes sérieuses. Dans tous les noms qui étaient là, nous tous, quand on se regarde, on sait qui est sérieux, qui est venu blaguer. D'accord, c'est justement la question que je m'avais posée à Célestin Djamel. Lorsque vous regardez les profils des candidatures présentement annoncées, Charles Elisa nous a fait le récapitulatif tout à l'heure. Est-ce que à votre avis, il y a du répondant dans l'opposition actuellement, ou bien du moins les candidatures annoncées, ou bien il s'agit pour la plupart des candidatures fantaisistes Enfin, attention à ce que tu vas dire, parce qu'il y a les abeilles dehors. Directeur de conscience. Non, d'abord, je précise que j'ai parlé à peine de mort pour les crimes d'enfants spécialement, et quand c'est établi, je n'ai pas généralisé. Maintenant, sur la question, je pense que votre question est un peu précoce. Parce que je pense que les vrais enjeux vont débuter le jour où le Conseil constitutionnel va arrêter la liste officielle des candidats. Qui est 1000 candidats, 1500, où est le problème? Au contraire, c'est même une bonne nouvelle pour la démocratie. On a souvent reproché aux Camerounais qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Ils vont jouer au 2-0, ils s'abstiennent le jour d'aller voter. Mais là, on a une flopée de candidats qui s'impliquent, même s'ils n'iront pas jusqu'au bout, ça pose quel problème juridique, politique, social ou administratif? Aucun. Absolument aucun. D'autant plus qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de candidat officiel. C'est comme l'a dit M. Mounet, des déclarations de candidature. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi il y a un débat sur cette question. Même s'il y a 2000 candidats, et alors, au contraire, je me réjouis que les Camerounais, enfin, s'intéressent à la politique. Parce que, justement, c'est quand le peuple se résigne que la dictature s'installe. Il faut que des Camerounais prennent leurs ambitions au sérieux et osent. La vie, c'est l'audace d'abord.
Je ne peux pas comprendre que les gens, sous prétexte d'être taxés de fantaisistes, s'abstiennent de s'impliquer en politique. Or, se porter candidat, c'est aussi une manière de nourrir le jeu politique. Parce que pour moi, la campagne des présidentielles, c'est une tribune. C'est une tribune pour parler au peuple camerounais, pour apporter un débat. Donc je veux que 25 candidats, c'est très peu. Il en faut au moins une centaine. Oui, mais Célestin, quand même, il y en a certains qui estiment que ces candidatures servent juste à disperser les voix. Disperser quelles voix? Vous pensez que l'opposition est monolithique? Ce n'est pas un bloc monolithique. Au sein de l'opposition, vous avez des partis satellites du RDPC. Ça ne veut rien dire. Oui, ça existe bien évidemment. Vous avez une UPC qui est éclatée en 2 ou en 3, alors lequel est proche du RDPC, lequel ne l'est pas. Donc l'opposition, ce n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est les gens qui ne sont pas dans le gouvernement. Au point que j'ai eu un débat avec quelqu'un un jour, il m'a fait comprendre que le PADEC et l'UNDP étaient des partis d'opposition. J'ai dit non. À partir du moment où tu es dans la majorité présidentielle, tu n'es plus de l'opposition, puisque tu exécutes la politique définie par le président de la République. S'opposer, c'est avoir une alternative à la politique menée par le gouvernement. Donc quand vous entrez au gouvernement, quand vous êtes ministre ou sous-ministre, ou ministron d'ailleurs, ben, vous appliquez une politique définie par le président. Donc vous ne pouvez plus être opposant. Donc maintenant, ceux qui sont hors du gouvernement ne sont pas moins, ne sont pas plus opposants. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'opposition, sont très proches du gouvernement. Même s'ils ne sont pas dans le gouvernement. Donc, c'est pour dire qu'il faut éviter de confondre les gens en disant que l'opposition, la dispersion, ça ne veut rien dire. Regardez au Sénégal, le PASTEF n'a pas fait d'alliance. Et pourtant, ils sont venus largement en tête, ils ont écrasé le parti de Macky Sall, ils étaient largement en tête. Donc, ça dépend de l'offre que vous faites aux citoyens. Si, par exemple, le RDPC, le PCRN à part, fait une bonne offre aux citoyens, ben, l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est un contact, une rencontre entre un homme avec son programme et les électeurs. Le fait de faire l'alliance démontre quelque part votre faiblesse par rapport au parti au pouvoir. Parce que si on était fort, s'il y avait un parti fort dans l'opposition, ils n'ont pas besoin de coalition. S'il y a coalition, c'est parce qu'on n'est pas en mesure tout seul de battre le RDPC. Pourquoi le RDPC ne fait pas coalition? Bon, évidemment, on sait qu'il y avait l'UNDP dans le Grand Nord, tout ça. Bon, mais en général, le RDPC n'a même pas besoin d'alliance pour gagner. Déjà par ces méthodes que vous connaissez depuis 1992, et parce qu'en plus, le FSNC, l'UNDP et l'ANDP ne pèsent pas si lourd que ça dans le Grand Nord. Parce qu'ils ont toujours été battus par le RDPC. Donc, je suis en train de dire qu'il faut que les Camerounais qui sont attirés par la candidature à la magistrature suprême préparent leur programme politique. Et j'invite ceux qui sont censés les consommer, c'est-à-dire les électeurs au final, puissent aussi se donner la peine de lire les programmes politiques. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement au pays, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien entre le vote et l'appartenance tribale du leader politique. Et ça me pose un problème. Ça veut dire que par paresse ou par culture tribale, les Camerounais vont voter le frère ou l'ami. On devrait au contraire voter le programme politique. Et regardez la répartition des votes très souvent. Vous regardez, par exemple, 1992, 4 195 000 votants. 1 180 000 se sont abstenus. Dans les 4 millions, il y a 1 195 000 qui ont voté pour M. Paul Biya. Et le centre, le sud et l'est, et un peu le nord, ont voté massivement pour le président Paul Biya. Nigel Frondi, qui arrive avec 36% des voix, est plébiscité dans le Nozo. Et on peut dire la même chose en 1997, en 2004, 2011, 2018. Ça veut donc dire qu'il faut que les Camerounais aussi apprennent à dépasser les sentiments villageois et s'atteler, apprendre à lire les programmes politiques. C'est très important. Parce qu'on envie aux autres la culture politique, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir, faire prospérer le jeu politique au pays? Il faut que les jeunes, notamment, apprennent aussi à être curieux, à aller regarder sur les sites les programmes politiques des différents candidats. Il ne s'agit pas seulement de compter qu'il y a 27 candidats, mais les 27 candidats disent quoi? Ils proposent quoi? Le moment venu, quel choix j'aurais à faire par rapport à quoi? Maintenant, si parmi les 27 candidats, il y a 15 qui disent la même chose, mais parmi les 15, choisissez le plus crédible. C'est très simple. Et même si on réunissait tous ces 15-là, vous prenez toutes les élections, il y en a eu 5 depuis 92. 92, 97, 2004, 2011, 2018. Le deuxième, en dehors de 92,
il y a toujours un écart d'environ 50 points entre le premier et le deuxième. 97, Paul Biya 92% de voix, de suffrage, Ogbelen 2%. 2004, Paul Biya 77%, Nidjon Froundi 11,70%. 2018, M. Kanto 14%, Paul Biya 70%. Donc même si tous les opposants là derrière, les 15 ou 20 candidats derrière, additionnaient leurs voix, n'attendraient même pas 20%. Alors posons-nous la question. À quoi sert finalement, depuis 92, en dehors de 92, les coalitions? Ça veut dire que la chose la plus importante, ce n'est pas tellement l'inscription massive, c'est le code électoral. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le président a réellement eu 70%? Est-ce que Froundi avait réellement eu 36%? Qu'est-ce qui se passe dans le code électoral? Parce que si le code électoral était réformé, ce qui est mon combat prioritaire, je pense que là, on pouvait dire, effectivement, il y a une transparence des votes et il faut, bien sûr, envisager dans ce cas-là les coalitions. Mais aujourd'hui, les coalitions, c'est pour répondre à un défi lancé par le peuple. Mais le problème principal pour moi, c'est la réforme du code électoral. L'article 19 dit par exemple qu'après la clôture des votes, il faut 15 jours pour proclamer les résultats pour la présidentielle. Pourquoi 15 jours? Le Niger, le Gabon, pardon, a proclamé ses résultats le même soir. Vous avez le Nigeria, ils sont beaucoup plus nombreux encore. Donc il y a les moyens technologiques et comment dirais-je, les moyens techniques pour avoir le même soir les résultats. Pareil pour le Bénin. Alors pourquoi nous, on attend 15 jours? À quoi ça correspond les 15 jours? N'avons-nous pas les moyens informatiques pour donner le soir du vote le résultat final? Donc il y a un problème urgent de la réforme du code électoral. Je termine en disant ceci. Imaginez que nous ayons 15 millions ou 20 millions de votants, de personnes inscrites sur la liste électorale, et que le code reste en l'état. Mais vous aurez toujours le même résultat. C'est évident. C'est évident. Donc la priorité, c'est la réforme du code électoral. D'abord. Charles Eli. Non, je ne peux pas être d'accord avec le président. Président, vous êtes conseiller municipal. Vous avez été élu avec ce même code. Il faut qu'on soit clair. Vous avez été élu avec ce même code. Que j'ai toujours dénoncé. Vous avez été élu avec ce même code. J'ai toujours dénoncé. C'est pas là mon problème. Vous n'avez pas été élu avec le code du marché public, ou avec le code, c'est pas moi, de la route. Vous avez été élu avec ce code-là. Tu ne m'as pas compris. Je comprends très bien. Je voudrais faire comprendre aux Camerounais que ce petit mot subliminal qu'on veut toujours faire glisser, lorsqu'on ne reconnaît pas 300 peu d'avoir sa propre défaite, c'est un gros problème. Non, c'est pas ça. Parce que lorsqu'on prend tous les exemples ailleurs, le gentleman agreement vaut aussi que celui qui a perdu dit j'ai perdu. Mais quelle est cette opposition-là qui, chaque fois, veut toujours faire comprendre que si Paul Biya gagne, c'est qu'il y a eu trucage, c'est qu'il y a eu. Et le président nous amène vers la durée de la proclamation du résultat en posant une question à laquelle il ne répond pas. Et les autres imaginer qu'est-ce qu'on fait entre les 15 jours. En fait, pour lui, c'est que on tripatue les résultats pour que le RDPC. Non, j'ai posé la question. La troisième, non, on se comprend sur les hommes politiques. On répond à la question que j'ai posée. La troisième chose que je vais dire, c'est que pas. tout le monde a des tendances. À la fermeture de vote. Tout le monde a des tendances. Interdit de programmer les tendances. Oui, mais il a les tendances. Il les a. Il faut qu'on dise au Cameroun la vérité. On n'a pas les tendances. C'est-à-dire, lorsqu'un bureau de vote, un centre de vote, tu prends l'exemple, l'école publique d'Edo, un centre de vote, a peut-être 14 bureaux de vote. 19. Je prends un exemple, j'ai un exemple. À 14 bureaux de vote, je prends un exemple. Monsieur N'Djamène, candidat, doit avoir 19 PV à 18h. Encore qu'à 18h, la lecture des résultats est ouverte au public. Ce n'est pas fermé. Et on ne vous a dit même pas d'utiliser vos téléphones. En clair, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a eu son PV, et après cette histoire où ces hommes politiques veulent nous amener pour dire que seul le PV de l'Écamer, c'est pas... Mais c'est la loi électorale actuelle. Mais il ne faut pas dire de contre-vérité non plus. C'est la loi qui le dit. Non, il ne vous a pas interrompu. On a le droit de contester les résultats aussi. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi parler. Il faut dire aux gens qu'on a le droit de contester les résultats. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent au quartier que c'est un mensonge. Pourquoi? Le PV de l'ECAM, qui monte et qui peut être susceptible d'être utilisé lors d'un contentieux, a été co-signé par tous les représentants des candidats dans la salle en question. Ça veut dire que
M. N'Djamène, candidat, a le même PV. Zang, représentant du RDPC, a le même PV. Professeur, le même PV. Le gars de Kalba, le même PV. Parce que je co-signe son PV. Il co-signe mon PV. Monsieur Mounet, excusez-moi. Il co-signe mon PV. Donc, ça veut dire que s'il y a 11 candidats, il y a 12 PV. Non. C'est 12. Oh, c'est quoi, je pense. Pourquoi les candidats ont les représentants dans le bureau? C'est pas mon problème, c'est pas les représentants. La circonscription pour l'élection présidentielle, c'est l'ensemble du territoire. Laissez-moi terminer. Il n'y a pas toujours les scrutateurs partout. C'est pas là le problème. Le RDP ne sait pas savoir si vous êtes scrutateur ou pas. Ce que je sais, c'est que lorsque le PV de l'ECA monte, il a eu toutes ses co-signatures. Maintenant, si le PCRN, aujourd'hui, peut avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, par exemple du Vouri, et que lors d'un contentieux, M. N'Djamène n'a peut-être pas un représentant du côté, peut-être, par exemple, de Douala Dieu là-bas chez moi. Qu'est-ce qui empêche au PCRN de lui fournir ses PV? Encore qu'en 2018, lors du contentieux, il y a eu ça. Le MSC a eu l'appui des partis politiques qui lui ont donné les PV où il n'avait pas de représentants. Donc, je voulais leur dire au Camerounais ceci. Que les opposants ne nous amènent pas dans des couloirs qui vont nous servir à rien. C'est que travailler, faire le programme. On a aujourd'hui un jeune pour qui moi j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Kabla Libi, qui est arrivé, première élection, 5 députés, qui a des mairies, c'est possible, ça peut se faire lorsqu'on a un bon programme. Mais dans l'Union Okele, ça veut dire que le pouvoir s'arrange pour que les choses passent. Dire les choses aux Camerounais qui sont vraies et utiles. Charles, nous allons faire un peu, je voudrais qu'on essaie un peu d'analyser les déclarations même de candidature. Célestin N'Djamène parlait tout à l'heure, il évoquait quelques éléments qui posent problème dans le code électoral. Permettez que je donne lecture de l'article 121 des déclarations de candidature, c'est le code électoral. Les candidats peuvent soit être investis par un parti politique, alinéa 2, soit indépendant à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ces deux dispositions prévues dans le code électoral suggèrent des restrictions ou alors c'est taillé sur mesure comme certains le disent? Écoutez, j'ai eu à le souligner tout à l'heure avec beaucoup d'emphase en indiquant que notre législateur a ouvert le jeu démocratique. Parce que si nous étions restés strictement dans l'interprétation de l'article 3, c'est-à-dire les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, ce que nous n'aurions pas les candidatures indépendantes. Parce que les candidatures indépendantes, on dit bien, c'est-à-dire si tu n'es pas représenté dans toutes ces instances que nous avons citées, le législateur a dit que bon, maintenant tu peux actionner une candidature indépendante à condition que tu réunisses 30 signatures par région. Et c'est ce qui te fait donc 300. Donc pour ma part, je ne pense pas qu'il y a restriction de l'ouverture des candidatures, mais il y a plutôt ouverture. Parce que je vous l'ai indiqué dans le propos d'entame, en soulignant que si nous étions restés strictement dans l'article 3, c'est-à-dire indiquant que seuls les partis politiques confèrent l'éligibilité, ce qu'on devait exclure l'hypothèse des candidatures indépendantes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le législateur camerounais fait preuve de magnanimité et d'ouverture démocratique. Parce que si ce n'était pas le cas, vous verrez qu'aujourd'hui, là, il y a certains, parmi les 27 noms qui ont été cités tout à l'heure, vraiment ceux qui n'ont même pas 3 ou 5 qui remplissent ces conditions-là. C'est-à-dire que vous allez voir, je prends le cas de mon très cher ami, estimé ami Valère Bessala. Il n'est pas allé aux élections, mais il peut actionner une candidature indépendante. Vous voyez, la loi lui donne cette opportunité-là. Ils sont très nombreux qui ne respectent pas l'article 121 alinéa 1, c'est-à-dire qui sont investis par un parti politique, soit qui se retrouvent dans les conseils régionaux, municipaux, ainsi de suite. Donc pour ma part, moi je pense que le Conseil constitutionnel peut davantage nous aider en ce sens, c'est-à-dire que pour nous dire s'il y a possibilité de refermer le jeu ou d'ouvrir le jeu politique, mais il faut quand même retenir que, et j'en profite pour répondre à Elisa, ça, on se rend bien compte que on a corsé les conditions d'ouverture. C'est-à-dire que, vous savez, nous sommes passés de 5 millions à 30 millions, parce qu'on jauge la capacité d'un parti politique autour de deux choses, autour de 2 points.
le poids financier et le poids politique. C'est-à-dire que le poids financier, c'est d'abord, mon ami, il n'est pas du tout aisé dans le contexte camerounais de l'heure de mobiliser 30 millions de francs pour poser sa candidature. Et vous savez les conditions dans lesquelles on peut vous les restituer, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain quota. Si vous ne l'avez pas atteint, c'est non remboursable. Maintenant, de l'autre côté, il y a non le poids politique que j'évoquais tout à l'heure, qui ressortissent, à mon sens, de l'article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du pouvoir, c'est-à-dire que les partis politiques doivent animer la vie politique, doivent rentrer dans la concurrence politique. Et quand je regarde très bien même l'expression concours qui est utilisée au présent de l'indicatif, cela renvoie à un sentiment d'obligatoriété, c'est-à-dire que les partis, c'est comme si la Constitution obligeait les partis politiques à prendre part aux organisations des élections qui sont faites au pays. Ben maintenant, la question que vous posez amène aussi à réfléchir. Comment se déploient donc ces candidatures dans le contexte aujourd'hui camerounais? Vous n'allez pas oublier qu'au-delà de ces multiples candidatures, il y a que le code électoral a ouvert des marges. Maintenant, au-delà de cela, il faut donc que les uns et les autres essayent d'aller à la chasse pour attraper le gibier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester en ville et se dire, bon, on viendra me vendre le gibier, mais il faut aller à la chasse pour chasser, obtenir le gibier. C'est-à-dire le gibier ici, c'est quoi? Ce sont les électeurs, ce sont les suffrages que vous allez mettre, qui vont vous permettre de vous imposer dans la vie politique à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des maires, des députés, et c'est par là qu'on juge et jauge la capacité d'un parti politique, c'est-à-dire le poids économique et le poids politique. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains partis qui font des appels à fonds publics, parce que justement, si vous n'avez pas l'argent, ne faites pas la politique. Et ça, je l'enseigne à mes étudiants, c'est-à-dire que la politique, c'est l'argent. Pour ça, je vous relance. Oui. Sur le deuxième cas, par exemple, les candidatures indépendantes, est-ce qu'on peut, quand on regarde le code électoral demande les 300 signatures, est-ce que cela est assimilable, par exemple, au système de parrainage en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, par exemple? Vous savez que ça fait très grand débat à l'élection présidentielle au Sénégal en 2024, où les partis de l'opposition se plaignaient que c'est une disposition qui vise à supprimer ou alors censurer certains candidats, pendant que le parti au pouvoir estime que c'est une disposition qui vise plutôt à éliminer certaines candidatures fantaisistes. Est-ce que ici, nous ne sommes pas un peu dans le même cas d'espèce où 300 signatures, quand même, recueillir 300 signatures n'est pas évident au Cameroun? Il s'agit de 300 signatures à raison de 30 par région. C'est faisable. C'est vrai, cela relève d'un vaudou béninois, parce que dans le contexte camerounais, c'est un peu facile au regard des signataires. Vous avez exclusivement, vous dit, les chefs traditionnels de premier degré. Je ne ferai pas un procès à l'endroit des chefs, mais vous savez que depuis 2013, d'abord depuis 1977, il y a des indemnités, mais qui ont été clairement déterminées et précisées depuis 2013. C'est-à-dire que les chefs de troisième degré ont 50 000, ceux de deuxième degré 100 000 et ceux de premier degré 200 000 francs. Mais à partir de là, on ne fera pas un procès de ce qu'un candidat ne puisse pas aller vers les chefs traditionnels et réunir cette candidature. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile où ces chefs traditionnels sont rattachés et considérés comme les auxiliaires de l'administration. C'est l'article 20 du décret de 1977 qui le précise. Mais ce que je dois relever, c'est que c'est extrêmement difficile. Ça peut être extrêmement difficile au regard des personnalités. Et cela dépendra des rapports donc, des leaders des partis politiques avec les membres de la société et avec les leaders qui sont indiqués par la loi électorale. On vous a dit, il faut les députés, les sénateurs, enfin les élus qui peuvent donc disposer de cette signature. On a ajouté les membres des chambres consulaires, c'est-à-dire que les membres de la chambre de commerce, vous voyez. Donc, tous ceux qui participent de la validation de cette signature, pour ma part, je trouve que c'est faisable, même si ça ne relève pas d'une extrême gageure, parce que je pense aussi que si on pouvait ramener tout cela dans le sens d'ouvrir le jeu démocratique à peut-être, je veux dire quoi, peut-être 100 signatures au total, à raison de 10 par région, cela simplifierait davantage les choses. Mais moi, je reste dans la logique de ce que le jeu démocratique doit s'ouvrir. C'est-à-dire que permettre aux gens
si moi j'avais été législateur, je dirais que bon, une fois que vous êtes un parti légalisé, vous pouvez aller à l'élection. Mais l'article 6, alinéa sur la Constitution, dit que le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Et c'est la loi qui nous dit donc, voilà les conditions d'éligibilité ou d'investiture. Donc pour ma part, je pense qu'il faut l'ouvrir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que le Conseil constitutionnel ne nous aide pas. Parce que si le Conseil constitutionnel avait fait des sorties à travers son pouvoir de consultation, l'avis, parce que vous savez que au-delà des autres pouvoirs qui lui sont assignés, le Conseil constitutionnel donne son avis sur les questions constitutionnelles. C'est-à-dire même la question du mandat impératif, du mandat représentatif, sur lequel nous débattons tous les jours et on ne va jamais s'en sortir. Si on avait un Conseil constitutionnel proactif, il serait déjà sorti pour nous dire voilà la conception politique ou juridique de ce que l'on entend par mandat impératif ou mandat représentatif. On va y revenir. Thierry, on parle de candidature indépendante avec tous les obstacles que cette candidature, ou du moins cette disposition du code électoral a. Déjà, rassembler 300 signatures, 30 par région, c'est pas tout à fait évident. En plus, il faut faire légaliser ces signatures par l'autorité administrative, ce qui n'est pas une chose qui est aussi difficile. Pensez-vous que les candidatures indépendantes au Cameroun, c'est évident, c'est possible, c'est réel, ou bien c'est juste de la théorie? Vous savez, dans l'esprit, en fait, la candidature indépendante devrait être une comment je dis ça? Je ne dirais pas un jeu, mais ce devait être des faits carrément applicables pour que tous les Camerounais désireux de faire partie de ce jeu politique soient capables de candidater, bien entendu. Mais quand on regarde le contexte administratif actuel, il est bien évident que ce soit très difficile. Le professeur Luisson le précisait tout à l'heure. La partie, ou encore mieux, la majorité des chefs de premier degré sont sensiblement des auxiliaires de l'administration camerounaise. Donc, quand on entre dans le cadre, effectivement, de la considération de la candidature d'un opposant, vous comprenez sensiblement qu'il n'est pas évident, de recevoir la signature d'un affidé ou alors d'un administrateur, membre de l'administration, en fait, membre, si vous permettez l'expression, membre de l'administration actuelle. C'est essentiellement comment je dis, c'est un très grand combat pour ces candidats indépendants. C'est essentiellement de la mer à boire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais seulement, ce que je veux rajouter, c'est que, n'oublions pas, quand on est président d'un parti politique, on a sensiblement, on devrait avoir en soi une matière à pouvoir convaincre, à pouvoir aller jusqu'au bout des objectifs qu'on s'est fixés. Mais maintenant, comment faire donc pour aller jusqu'au bout de ces objectifs quand on sait qu'en face, on a sensiblement des obstacles qui sont sciemment dressés? Parce qu'effectivement, comme je disais à l'entame de mon propos, dans la pratique, ça devrait être quelque chose de très facile. Mais quand on regarde, comment je dis ça, quand on regarde en face qui nous avons, on comprend sensiblement que c'est un aspect de l'investiture qui a été instauré simplement pour prouver effectivement que le jeu démocratique a été ouvert. Sauf si, à un moment donné, on ne pensait pas que ça allait être coxé jusqu'à ce point. Mais effectivement, au départ, c'était une volonté d'ouvrir le jeu démocratique pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à cette grande messe politique. Mais, comme je le dis, il n'est pas évident de pouvoir trouver aujourd'hui, surtout, quand on n'est pas aligné à l'idée de celui qui est là aujourd'hui, la possibilité de pouvoir trouver ces signatures. C'est essentiellement très difficile. Mais les partis d'opposition, enfin, les partis politiques sont sensiblement, je vais dire ça comme ça, permettez l'expression, des chevaux de Troie pour permettre à chaque candidat de pouvoir accéder en fait à, comment je dis ça, à l'élection pour laquelle il candidate. Mais est-ce que ces partis politiques sont dans le cadre de la, comment je dis ça, de l'expression réelle de leur liberté? Ça aussi, il faut questionner ce côté. Donc, c'est tellement d'éléments qui empêchent que les partis d'opposition ne puissent pas se mouvoir comme ils veulent, pris en considération le cadre actuel le cadre politique actuel dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec bien entendu les vices qui ont été mis à gauche et à droite pour pouvoir empêcher déjà les expressions, aussi libres soient-elles,
de ces différents partis, mais surtout la liberté qui est la plus résiduelle, qui est celle au moins de pouvoir s'asseoir et de discuter, de pouvoir organiser ne serait-ce que des réunions dans le cadre effectivement de l'évolution de ces partis politiques. Donc, c'est pas évident et on pense effectivement qu'avec le temps, nous aurons, à l'issue de la présidentielle qui arrive, la possibilité de changer en fait le management politique actuel à la tête de ce pays pour pouvoir donner la possibilité aux Camerounais et aux futurs candidats dans les prochaines élections présidentielles et locales aussi, pourquoi pas, de pouvoir s'exprimer comme il se doit. Parce qu'effectivement, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas au PCRN que c'est dit. Je pense que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sauf s'ils ne prennent pas les trompettes pour le dire, si dans votre maison, vous avez de la peine à pouvoir vous exprimer de la manière la plus haute qui soit, de peur d'être muselé, vous comprenez que le jeu démocratique, dans son esprit, ayant été voulu, ouvert, se retrouve dans une certaine cellule qu'a décidé ceux qui tiennent en fait les rênes des choses. Je pense simplement le cas du confrère Léon Teller à Tangana, qui aujourd'hui va sensiblement être sur toutes les braises du monde parce qu'en fait, il a osé dire quelque chose de tout à fait normal. En fait, ça, c'était juste une parenthèse, juste un élément pour dire combien de fois c'est difficile en fait de s'exprimer dans ce système. Et nous pensons effectivement que la candidature indépendante est l'une des choses les plus difficiles dans le contexte actuel. Célestin Djamène, candidature indépendante difficile. Est-ce que, parce qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup de transhumance politique d'un parti à un autre, surtout à la veille des élections présidentielles. D'aucuns préfèrent se rendre ou bien militer pour d'autres. C'est vous qui parlez tout à l'heure de l'idée, l'idéologie, les électeurs qui doivent voter en fonction de l'idéologie et non du programme politique et non de l'individu. Est-ce que ces dispositions légales qui encadrent les déclarations de candidature n'ont pas une influence un peu sur même la transhumance politique qu'on observe ces derniers temps? Bon, si on part du fait que la Constitution prévoit un article qui consacre en vérité la transhumance politique. Parce que l'article 15 alinéa 2 dit que le député est l'élu de la nation entière. Il représente la nation. Et l'article 15 alinéa 3 dit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que le député ne représente ni ses électeurs, ni son parti d'origine. Il est vraiment dans une liberté de conscience et de vote total. Ça veut dire que si pendant son mandat de 5 ans, il papillonne dans 5 partis différents, il ne représente pas son parti, mais l'intérêt général. Donc, en vérité, si on fait le parallèle avec l'article 121 alinéa 2, on se rend bien compte que c'est totalement contradictoire. Parce que d'un côté, on utilise la formule « parti représenté », et là, la Constitution dit « non, le député et, par ricochet, les conseillers municipaux, représentent l'intérêt général ». Mais le problème, dans le fond, c'est quoi? C'est que l'article 6, alinéa 6, comme l'a indiqué tout à l'heure le professeur Luzon et Somba, dit que le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Or, le code électoral est une loi votée en 2012. Ça veut dire que dans cette loi ordinaire, les députés ont jugé qu'il fallait voter l'article 121, alinéa 1 et 2, sur lequel je veux dire deux choses. La première chose, c'est que... Du code électoral. Du code électoral. L'article 121 autorise tous les partis politiques à investir un de leurs militants. Tous les partis. Maintenant, il faut savoir que pour être investi par ce parti-là de manière directe, sans besoin d'avoir 300 parrainages, il faut bien sûr avoir des représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les chambres, au Sénat, dans les conseils municipaux. Donc il faut que les choses soient très claires. Maintenant, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que aujourd'hui au Cameroun, contrairement à ce que j'entends sur le plateau, le code électoral n'est pas ouvert. C'est très verrouillé. Même l'article 121 alinéa 2 qui parle des 300 parrainages, en vérité, c'est une ouverture déguisée. Parce que dans le fond, les obtenir, pour qu'on parle de 10 régions, pour mesurer la légitimité d'un candidat, il faut bien sûr parler de 300, 500 ou même 600 signatures, mais sans conditionner aux 10 régions. Pourquoi?
c'est pour tribaliser encore la politique. Il faut dire 300 signatures, 500 signatures, 1000 signatures. D'un candidat sérieux qui attire l'attention des gens aura ces 1000 signatures, sans problème. Même si c'est dans une seule région, tous les élus se valent. Le littoral, le centre, le sud-ouest, le nord-ouest, ce sont des élus qui représentent la nation. Pourquoi donc les répartir dans les 10 régions? Ça, c'est encore des pièges. De la même manière que on dit que seul le PV du président du bureau de vote fait foi, pourquoi on ne dit pas que tous les PV sont à hauteur égale, à valeur égale? Pourquoi on précise que seul le PV du président du bureau de vote fait foi? Pourquoi cette précision-là? Il y a une volonté de torpillage, il y a une cachotterie là derrière. Pourquoi on dit ça? Et moi, j'ai vu personnellement, en 2013, j'étais mandataire au centre de vote de Daïdo. Je suis allé à l'époque, l'antenne de l'ECAM, j'étais à Bali. Je suis allé dans la première. Mais j'ai vu des représentants du bureau de vote sortir des PV d'une enveloppe qui est censée être hermétiquement fermée et émettre l'effaceur liquide et porter le chiffre qu'ils voulaient. Et vous savez très bien que les présidents du bureau de vote sont en général d'obédience à RDPC. C'est un secret pour personne. Moi, je dis qu'on doit dire ceci. Tous les scrutateurs doivent rapporter leur PV à l'antenne de l'ECAM le soir du vote. Et pas que le président du bureau de vote. Pourquoi cette disposition exclusive? Bien sûr, si vous le faites à Douala-Yaoundé, peut-être que tous les scrutateurs de tous les candidats seront là. Mais il y a les villages, les Figuil, les virages dans le nord, dans l'extrême nord, dans le sud, où il n'y a pratiquement pas de représentants de l'opposition. Il n'y aura pas de PV, il n'y aura pas de représentants. Non, évidemment, le parti au pouvoir qui est dans tous les villages aura beau jeu de présenter son seul PV, qui fera foi naturellement. Or, on devrait invalider tous les scrutins où il n'y a pas de représentants de tous les partis présents. On devrait l'imposer dans le code électoral. Moi, je pense que c'est aussi ça, redonner confiance aux électeurs. C'est-à-dire que si les gens s'abstiennent autant aujourd'hui, c'est parce qu'évidemment, ils n'ont pas le sentiment que leur bulletin de vote vaut grand-chose. Et donc, il faut restaurer cette confiance. Et c'est pour ça que mon combat principal, c'est d'abord la réforme du code électoral. Tout à l'heure, ça c'est autre chose, le professeur Luison et Somba parlait du vote censitaire, du vote qui n'a pas d'argent ne va pas aux élections. Non, c'est pas sérieux. Parce que là, ni Sarkozy, ni Mitterrand, ni Ibrahim Traoré, enfin, là c'est pas les élections, dans beaucoup de pays, les candidats ne sont pas des gens très riches. Imaginez que dans le Poulo, qui est multimilliardaire, on met la caution à 200 millions. Tiens, 200 millions. Seuls les multimilliardaires pourraient éventuellement être candidats. La politique, c'est un marché d'idées. Ce n'est pas la capacité de portefeuille. Et c'est très dangereux de parler du vote censitaire, qui a eu lieu au Moyen-Âge et dans l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on disait que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire de politique. Donc on va laisser la politique à ceux qui ont de l'argent. Je termine. Donc il faut ramener la caution à 0 francs. Maintenant, il faut conditionner le fait de se porter candidat au filtrage des partis politiques et resserrer, verrouiller et faire les enquêtes sur ceux qui veulent s'immatriculer au MINAT. Moi, je pense que la vraie réforme devrait se porter à ceux qui veulent créer un parti politique. Et que tout militant issu de ce parti est digne de confiance et digne de respect. Pas mettre le verrouillage sur l'argent. Dans ce cas-là, les grands commerçants, les grands hommes d'affaires, les richissimes, vont éliminer ceux qui ont la passion pour le pays, les patriotes, et des milliardaires vont prendre le pays parce qu'ils sont riches pour vendre le pays à l'étranger. Donc je suis contre le vote censitaire. 30 millions, c'est une... C'est énorme. Et si on mettait à 200 millions, que penseriez-vous? Il y aura des candidats, bien sûr, mais ce seraient des milliardaires. Or, le peuple a soif de changement. Le peuple est issu des masses. Donc moi je dis qu'il faut faire des bonnes réformes. Il faut diminuer ce montant parce que le futur président peut venir même des bas quartiers. Ce qui importe, c'est l'offre que cette femme ou cet homme candidat va faire aux citoyens. Un citoyen qui vient d'un quartier lugubre peut embraser les foules par ses propositions, même s'il est issu d'une famille extrêmement pauvre. Et pourtant, le richissime milliardaire va embourber tout le monde, et puis finalement, on va porter au pouvoir des gens qui vont servir, comme on dit le Cameroun, aux impérialistes. Charles, les exemples. Finalement, la transhumance politique, symptôme de crise aux stratégies démocratiques. Bon, les gens sont libres d'aller où ils veulent. Hein.
le thème transhumance, il peut arriver. Certaines personnes disent souvent que la politique est dynamique. Vous pouvez être dans un parti aujourd'hui, vous démissionnez, vous allez ailleurs demain. Ça dépend de vos motivations. Ça dépend, ça peut être que vous avez adhéré à un parti parce que l'idéologie vous arrange. À un moment donné, le parti a pris un autre tournant, vous le quittez. Ça peut être que vous estimez que vous pouvez proposer, vous quittez le parti. Donc pour moi, la transhumance politique, je le dis souvent pour piquer les uns ou les autres, mais c'est aussi, mais sauf aussi que cette transhumance politique dénote aussi du fait que celui qui va d'un parti à un autre peut plus ou moins ne pas paraître sérieux. Bon, ça dépend. Moi, j'estime que nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement, dynamique et que j'en ai voulu. La deuxième chose, je voudrais dire à mon jeune frère Mounet Thierry, je m'appelle Jean-Charles Elie. Je suis actuellement président de sous-section RDPC. J'ai été dans le passé président de cellule, président du comité de base, président de sous-section OJ, président de section OJ. Je suis conseiller municipal, grand conseiller. Là où je suis assis, il ne parlait pas des gens comme le Léon Télé Onana. Il ne connaît pas les statuts de son parti. Il ne connaît pas. Laissez les gens qui font l'agitation faire l'agitation. Il ne connaît pas les statuts de son parti. Encore qu'il sort d'un parti politique, il a dit au RDPC en 2020. Faites attention même quand vous étudiez les gens que vous voulez porter en triomphe. Faites attention. Vous ne pouvez pas me parler de ce gars. Parce qu'il aurait dit ce qui vous arrange pour le bien et légitime. Je sors de parler. Je sors de parler. Non, vous le citez, c'est bon. Monsieur Mounet, c'est pourquoi vous venez de me couper. Et c'est pourquoi vous le citez. Je vous coupe pas. Allez-y, Charles. Et c'est pourquoi vous le citez. Il est devenu chez vous, les opposants, le porte-étendard d'une jeunesse du RDPC qui dit les choses. Mais il dit des bêtises. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Hein? Bon, ça c'est pour lui là-bas. Maintenant, je reviens, grand frère Célestin, moi je reviens sur cette affaire. Tu ne peux pas dire au même moment qu'il faut élargir le jeu, en même temps dire qu'il faut durcir. Au même moment, il faut que permettre à tous les Camerounais d'être candidats, à un moment, mettre les conditions qu'il faut qu'on peut étudier. Au même moment, mettre les conditions pour étudier, le profil, étudier. Tu poses toujours quelque chose qui peut permettre à quelqu'un de ne pas être candidat. Aucun cas vous dites bon, que celui qui va être candidat, qu'il est candidat, il va aux élections. Il y a un gars, bon, monsieur, non, je parlais des partis politiques. Je veux parler. On devrait durcir les conditions d'immatriculation des partis politiques. Non, ça veut mais dire pas soumettre le vote à une caution de 30, 40, 50. J'arrive là-bas. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas dire ce que non, vous ne pouvez pas le dire. Bon, c'est votre point de vue. Et moi, je dis, je suis contre. Parce que je suis de ceux qui estiment que le fourre-tout là en politique, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que un gars qui a 10 data dans son téléphone insulte le professeur Somba parce qu'il lui a dit ce qu'il n'arrange pas. Et c'est pour ça qu'on a en politique où un gars oublie que... Moi j'ai du respect pour Cabral par exemple, il est un élu. Je ne vais jamais l'insulter parce que je connais le combat d'être un élu dans ce pays. Donc il y a quand même un minimum de respect que nous-mêmes, nous devons nous donner entre nous et infuser à ceux qui nous regardent. Lorsque vous dites que il faut par exemple prendre 1500 signataires. Je prends un exemple, M. N'Djamène. On prend 1000 signatures d'une même région. C'est Saint-Germain arrive. Et il y a 1000 signatures de l'Ouest. Ça devient plus dangereux. C'est pas les Camerounais? Laissez-moi terminer. C'est encore plus dangereux. Parce que ce qu'on dirait, c'est que vous n'avez reçu que les variations de vos seuls frères. Or, vous l'avez dit plus haut. Non, vous l'avez dit plus haut. C'est la rencontre d'un homme. Oui. Et le peuple. Le peuple n'est pas seulement dans une seule région. On voudrait, dans cet esprit-là, savoir que le candidat indépendant a des gens à l'extrême nord qui croient en lui. A des gens au sud. Tout le monde. Non, laissez-moi parler. Bah oui, il faut pas parler. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Mais ils sont laissés. Non, je ne vous ai pas interrompu. Mes propos. Non, je ne vous ai pas interrompu. C'est que s'ils en disent qu'il est candidat, ils en reçoivent 700 signatures rien qu'à Douala, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Bon, c'est pour ça que, en tant que vous soyez législateur, pour le moment, c'est comme ça. Deuxième chose, je continue de dire qu'on arrête d'embourber les Camerounais. En cas de contentieux, toute chose étant par ailleurs égale, si vous avez des représentants dans vos bureaux de vote, le même PV que le gars là, même si on dit qu'il a falsifié en mettant le correcteur, aura un problème parce que lorsque M. Mounet du PCRN montrera son PV, professeur Somba montrera le PV et moi je montrerai mon PV, on verra nous tous que pourquoi nos 3 PV ont les mêmes chiffres et pourquoi le PV du président du bureau de vote a le truc falsifié. Et le conseil devant tout le monde qui est un débat public, il dit bien un débat public,
on saura que l'opposant ne gagne jamais au tribunal. Laissez-moi parler. Jamais. Laissez-moi parler. On saura que le président du bureau de vote a triché. Qu'il soit le neveu de Biya ou pas, on saura qu'il a triché parce qu'on ne peut avoir 3 PV qui viennent d'un même bureau de vote, qui ont les mêmes chiffres, et pour lui, qui n'a pas les mêmes chiffres. Ça existe. 4e chose, je suis surpris de suivre quand même un acteur politique que nous voyons depuis que nous sommes tout petits dire des choses terribles. Oui, ça existe. Combien de fois on a repris les élections partiellement dans ce pays? Non, prof. On l'a fait, on ne l'a pas fait. On l'a fait. Mais pourquoi? Mais je voudrais quand même qu'on vienne à la télé, qu'on dise aux Camerounais que c'est possible que dans une région donnée, un territoire, je ne sais pas moi, électoral, qu'on puisse reprendre une élection. Parce que X, Y, Z raison. Ça, c'est possible. Donc, moi, je suis celui qui estime que, en période préélectorale aujourd'hui, nous qui avons la chance de porter la parole de nos partis politiques, il y a un problème de pédagogie, un problème d'éducation, mais là, un problème de stratégie. Parce que si je suis encore à ce moment de parler de changer le code électoral, c'est que ce n'est pas ça où je vais. Il y a un problème. Pendant qu'on est en train de vouloir présenter les candidatures, il y avait... Et il était même par là. En ce qui nous concerne, nous, au RDPC, je dirais ceci. Je ne peux pas compter mon épouse qui supporte Cabral, hein, parce que j'ai mal. Moi, je le dis haut et fort. Bon, encore qu'elle est basse. C'est dangereux, ça. Non, je le dis haut et fort. Mais là, vous validez la tribalisation. Non, oui, il ne peut pas. C'est là que je vais terminer. Monsieur Mouna, écoutez-moi très bien. Je dis, quand on vient à la télé, arrêtons, moi j'ai souvent dit qu'arrêtons un peu cette hypocrisie. Même en Europe, même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le comportement électoral d'un électeur. Permettez-moi le pléonasme, est ambigu. Ouais. On ne vote pas parce qu'on est du même parti, parce que. Quand le professeur, comme on avait dit que c'est la drague, les gens n'ont pas compris, les gens sont moqués de lui. Moi j'ai mon épouse à la maison qui me dit en 2018, on met dans le même véhicule, on a le même véhicule pour aller voter. Elle me dit, je vais voter Cabral. Et là, on vous a dit, tu fais comment? Tu dis, non, c'est son choix. Bon, je vais dire que oui, tu n'en fais pas ça, mais elle a dit qu'elle le vote. Donc, je voudrais dire à M. Diamant que... Tribalisation. C'est pas le problème. Je suppose que peut-être c'est le programme de Cabral. Ça peut être le programme politique de Cabral qui l'a convaincu. Donc, pour lui faire comprendre qu'on a un environnement dans lequel on est poussé par certaines choses, qu'on le veuille ou pas. Les plus gros électeurs, 74% de l'électorat de Bassirou Diomaye Faye vient de chez lui. Chez lui. Et je termine par là, l'argent. Quand le professeur dit qu'il faut l'argent, mais il faut l'argent en politique. Tous ceux qui ont gagné l'élection présidentielle dans ce monde n'étaient pas pauvres. Quand ils sont pauvres, pas qu'ils n'étaient pas riches eux-mêmes, mais c'est qu'ils avaient avec eux une surface financière. Non, tu oublies quelque chose. Les candidats sont investis par des groupes politiques, par des partis politiques qui ont l'argent. Non, pas toujours les pays plus avancés que nous, c'est les partis politiques qui financent les candidats. Et c'est même interdit qu'un candidat ait de l'argent. On ne fait pas de la politique avec son argent, pas ça. Hein? On ne fait pas de la politique avec son argent aussi. Président, il faut faire attention. Tu me laisses terminer. Faire attention. Je dis, vous ne pouvez pas gagner une élection présidentielle dans ce monde, même au Soudan, même en Érythrée, si vous n'êtes pas riche. Riche maintenant. Non, pas forcément à titre personnel. Pas forcément à titre personnel. C'est faux. Si tu n'es pas riche. Non, mais il ne riche, faut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la caution, tu l'as payée, il faut retrouver l'argent. Cabral était riche en 2018. Bien sûr. Il faut apporter cette élection. Vous dites tout à l'heure qu'en fait, on ne fait pas forcément avec son argent. Mais effectivement, je rejoins. Mais il faut le dire, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pas ce qu'on a dit ici. Vous pouvez me laisser terminer. Il faut avoir une machine derrière. Je dis, même c'est ça. Le professeur a dit ce qui est vrai. Il faut être riche. À titre individuel. La richesse, c'est quoi? C'est que vous avez d'abord, les moyens de payer la caution. 2, de mobiliser la surface financière capable de vous accompagner. Aux États-Unis, il y a les groupes de lobby. Le lobby homosexuel, le lobby des armes, le lobby... parce que vous avez des contrats que vous avez signé avec eux. Plus tard... Des femmes comme Kamala Harris monter 100 millions de francs en 2 jours. Ça ne fait pas des L'exemple qu'ils disent tous les jours, le Sénégal, mais le duo Faye-Sonko, ils ont levé combien pour la campagne? On n'a jamais vu ça. C'était les contributions individuelles. C'est ce qu'un candidat allait faire à Paris dernièrement. Il a dit qu'il veut atteindre 6 milliards dans les 3 ou 4 mois. Voilà. Ils viennent. Il faut être riche. Voilà. Il faut donc l'argent qu'on fait la politique. Maintenant, le groupe doit être riche. Maintenant, mais c'est ça que j'avais estimé que lui, personnellement, n'a peut-être pas les moyens de faire la politique. Soit il laisse, soit il se fait accompagner
par ce groupe. C'est toujours comme ça. Ces amis-là. C'est toujours comme ça. Qui vont mais de là à dire C'est toujours que ces comme ça. conditions sont... Moi, je suis doc. Je ne peux pas te contredire. 30 millions, c'est même petit. Pour moi, il veut qu'on augmente les 30 millions là. 300 signatures, c'est petit. Quand on a 600 signatures, parce que pour moi, je suis pour le filtre. Parce que quand un gars se met devant le peuple et qu'il veut nos tensions pour nous diriger, il faut qu'il y ait eu plusieurs filtres, et qu'on ait la cerise quand même, le gratin. C'est très dangereux. Je voulais dire quelque chose. C'est très dangereux. Je veux dire quelque chose en 2 secondes. Si on va sur la voie d'un vote censitaire, c'est-à-dire que l'engagement politique, et mieux encore, une candidature serait fondée sur votre fortune personnelle. C'est extrêmement dangereux. C'est la mort de la démocratie. Les meilleurs candidats, les grands pays du monde, en 2007, M. Barack Obama renonce aux dons publics, à la manne publique, parce qu'il y avait un plafond. Il a préféré les dons privés. Il a fait appel à la collecte publique. Pareil pour M. Bush, tous les candidats américains. M. Macky Sall en 2012. Quand il... Elon Musk a offert Laisse-moi finir. 1 million de Attends, mais justement, c'est pour te dire que la voie que tu proposes. Non, il faut l'argent. La voie que tu proposes. Il faut l'argent, mais l'argent vient de la marge. Oui, mais l'argent ne vient pas forcément du candidat. Ce que vous devez comprendre. Non, mais l'argent vient en général. Trump est riche. En général, toujours. Trump est riche. Non, attends. L'argent vient en général. Laisse-moi finir. L'argent. Non, tu vois, tu m'interromps. Et puis tu empêches Mounet de t'interrompre. Je suis en train de dire ceci. En général, dans la pratique, dans tous les pays du monde. C'est ce que tu n'as pas la Non. Laisse-moi te dire que il faut arrêter ça, l'idée au Camerounais. Il y a les enfants des familles pauvres qui veulent s'engager en politique. Attention à ce que tu dis. Non, attention. Alors, Cameroun, voilà, mais bon exemple. Cameroun était riche. Il est député. Il était riche. Mais attention. En 2018, il était riche. En 2018, est-ce que Cabral était riche en 2018? Un peu de sérieux au moins sur la D'accord. Non, mais attendez, il ne peut pas fonder ça sur l'individu. Sinon, Cabral ne serait pas candidat en 2018. D'accord, on va en Il faut être sérieux. Ok, Célestin, on va avancer dans le débat. Il faut être sérieux. Oui, non, je vous passe la parole, je vous pose la question. On parle là maintenant de l'une des questions qui fait problème. Il s'agit du mandat impératif. L'article 15, alinéa 3 de la Constitution dit « Tout mandat impératif est nul ». Un article qui prête à confusion, juste une simple phrase, mais qui est interprété d'une façon tout azimut. Vous êtes enseignant de droit. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu des clarifications sur ces dispositions? Parce qu'il y a aussi l'alinéa 15... Non. À l'université. Il y a aussi l'article 15, alinéa 2 aussi, qui prête à confusion. Professeur, à titre pédagogique, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui, permettez-moi quand même de revenir un peu sur ce que mon frère ami Célestin a si bien développé, mais pour lequel je ne suis pas d'accord. Vous savez, quand il dit qu'on peut réunir 1000 signatures dans une région, il est en train de faire prédominer le fait ethnique sur le fait idéologique. Non. Bien sûr. C'est-à-dire que, bien sûr. C'est-à-dire que, je n'ai pas demandé qu'une seule région m'investisse. Tu venais de lance appel à toutes les régions. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Attention. Non. Je ne m'adresse pas à une région. Je ne m'adresse pas à une région. Mais si les gens d'une même région me donnent l'argent, je ne refuse, me donnent les signatures. Non, les signatures, je ne peux pas dire non. Mais si on lance l'appel à tous les Camerounais, le fait que 1000 Bassa, 1000 Bamileke me donnent leur argent, ce sont des Camerounais, monsieur. Ce sont des Camerounais. Mais je lance l'appel à tous les Camerounais. Les signatures. L'argent, c'est la même chose. C'est la même chose. L'argent, c'est la même chose. C'est le conseil qui a la parole. Alors, non, il ne veut pas qu'on défende. Monsieur Célestin, même le législateur a réglé que même pour confectionner une liste, il faut prendre encore la composition sociologique. Ça, c'est la tribalisation. Ah, oui. Mais finalement, donc, tu es au-dessus du législateur. Le législateur lui-même, et tu sais qu'il y a un parti politique, tu le sais, qui n'a pas pu justement réunir, faire des listes en tenant compte de cette exigence sociologique, tu le sais mieux que moi. Donc c'est pour dire quoi? C'est le Saint-Germain. Il y a deux choses qui constituent une élection. C'est-à-dire que la mobilisation des fonds. Un parti ne peut pas aller à une élection si il ne trouve pas des moyens financiers nécessaires pour se déployer politiquement. Oui, je suis d'accord. Maintenant, autre chose qu'il faut régler, c'est que aujourd'hui, quand on regarde très bien ce qui se passe chez nous, on se rend donc bien compte que le fait idéologique doit donc primer sur le fait ethnique.
Parce que, vous voyez aujourd'hui, les gens vont aller militer, M. Olivier, d'un parti à un autre parce que c'est mon frère ou tel. Et c'est donc ce qu'il faut bannir. Maintenant, vous me posez là une question très importante. Et ça me permet davantage de clarifier sur cette acception, sur ce concept de mandat impératif. Qui est nul? Revenons terre à terre. Vous avez dit qu'on fasse la pédagogie. Qu'est-ce qu'un mandat? Un mandat, c'est une charge, c'est un pouvoir que les citoyens transfèrent à certains de leurs pour agir à leur lieu et place. C'est-à-dire que le mandat, dans une périodicité déterminée. Maintenant, impératif veut dire quoi? C'est-à-dire que le mandat impératif renvoie à l'idée de nécessité. C'est-à-dire à l'idée d'obligatoriété. Maintenant, si je m'arrête donc sur ces deux choses, mandat impératif, cela veut dire que l'élu qui a bénéficié du suffrage de son parti politique ou de ses électeurs est tenu obligatoirement de respecter les consignes de son parti, sous peine de quoi son mandat sera frappé de déchéance. Voilà le mandat impératif. Maintenant, quand on ajoute nul, ça veut dire que une fois que l'élu a bénéficié de ce suffrage-là, le lien est rompu. Maintenant, il est libre, il jouit juridiquement d'une liberté et d'une indépendance absolue vis-à-vis de ses électeurs et vis-à-vis de son parti. C'est la raison pour laquelle l'article 2 dit, par exemple, que c'est John Moleki le dit, le député pour la nation. Alors, quand on dit le député représente la nation, c'est vrai, nous sommes là dans la souveraineté nationale, mais le député représente la nation ici veut dire simplement que dans les activités juridiques d'un député, au même titre que tous les autres, il doit participer à l'élaboration des lois, contrôler l'action gouvernementale, jouer son rôle de représentation et le rôle du dynamisme institutionnel qu'on reconnaît au Parlement. Maintenant, ce qu'il faille davantage préciser et où la question achoppe, c'est simplement celle de savoir que, est-ce que, et ça vous l'avez posé, la question en temps le fond, est-ce qu'un transfuge, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au SDF, comme nous avons vu, qui quitte pour aller au MRC, comme c'est le cas aujourd'hui, peut transférer l'éligibilité à ce candidat qui n'est pas allé aux élections au départ. Et c'est à partir de là qu'on fait une analyse comme un cœur à double voix. C'est-à-dire, la première voie, c'est que l'élu a un dossier politique et un dossier juridique. Donc, parmi les dossiers politiques, cela lui permet donc d'assurer, donc la conception du mandat impératif vise juste à protéger juridiquement l'élu dans sa liberté de mobilité. C'est-à-dire que tu peux quitter du parti A, tu pars à B, tu peux quitter de B, tu pars à C. C'est ça, en fait, les attributs qui sont conférés à ce qu'on appelle le mandat impératif, qui est en opposition au mandat, j'allais dire représentatif. Parce que le mandat représentatif, c'est simplement quoi? Qui touche la souveraineté nationale. Les oppositions sont théoriques. Parce que dans la souveraineté populaire, le mandat est transféré au peuple, entité concrète. Or, dans la souveraineté nationale, le mandat est conféré à une entité abstraite. Vous voyez? Mais maintenant, en toile de fond, les deux concepts se rejoignent dans le sens justement de la protection efficace, de la protection juridique de l'exercice de la fonction parlementaire de l'élu. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître et dire, c'est que un transfuge qui quitte d'un parti politique pour aller dans une autre formation politique bénéficie donc de ce nomadisme politique, de cette transhumance, mais ne confère pas l'éligibilité au candidat au parti vers lequel il est allé adhérer, surtout quand ce parti n'a pas pris part aux élections. Donc il faut faire attention avec cette démonstration qui me semble très claire. Je prends un exemple pour finir. Si nous avons organisé en 2022 les élections législatives, c'est un petit cas pratique. Le RDPC ne va qu'aux élections législatives, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris part aux autres élections législatives. En cours le RDPC engage 153 députés. Maintenant, l'année suivante, en cours d'exécution de la mandature, les 153 députés démissionnent. Ils vont dans le MRC qui n'est pas allé aux élections. Alors, vous savez que le dossier juridique, c'est quoi? À la fin d'une élection initiale, on arrête les procès-verbaux des résultats. On organise ce qu'on appelle une session de plein droit, où
on procède à la validation du mandat en éliminant les cumuls, les inéligibilités, ainsi de suite. Et maintenant, le Conseil constitutionnel prend un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ça veut donc dire que si l'élu qui quitte du parti A pour aller conférer à un parti B l'éligibilité à son leader, il faudrait donc qu'on bouscule le dossier juridique. C'est-à-dire on reprend les procès-verbaux des résultats, on refait une session de plein droit et on recasse l'arrêt du Conseil constitutionnel pour valider donc cette investiture. Donc voilà, à mon sens, ce que je suis en train d'expliquer par rapport au mandat impératif qui est nul, qui veut simplement dire qu'on assure, on garantit à l'élu la possibilité d'être mobile, d'exercer efficacement ses fonctions d'élu du peuple. Et surtout, je finis par là pour que les autres renchérissent sur la question, il faut relever que le Cameroun, à travers cette disposition, on se rend bien compte que si nous poussons l'analyse, le mandat impératif ne va concerner que les députés. C'est-à-dire que dans le principe, en réalité, ça n'a même rien à voir avec l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si on veut rester rigoureux et rigide dans l'interprétation. Mais aujourd'hui, les gens veulent s'appuyer sur ce mandat impératif pour estimer qu'ils peuvent bénéficier de l'éligibilité de leur candidature pour l'élection présidentielle 2025. On a fait les comparaisons avec l'arrêt Edi Mendoumbe. Mais Edi Mendoumbe quitte le SDF pour le RDPC. Mais est-ce qu'il a conféré? Parce que tous ceux qui parlent ne m'ont jamais dit que l'élu qui est quitté a conféré l'éligibilité. C'est toujours qu'il est entré dans un groupe parlementaire, son nom s'est ajouté dans telle autre chose, il bénéficie des financements qui sont prévus par l'État à la matière. Donc pour ma part, je reste dans la logique de ce que le mandat impératif assure la liberté absolue de l'élu, mais ne lui donne pas la possibilité de conférer l'éligibilité à un parti, surtout qui n'est pas allé aux élections. D'accord, Thierry Mounet. Oui, je pense qu'effectivement, le mandat impératif renforce simplement le principe de la représentation nationale du député, question de lui donner simplement la possibilité d'exercer avec plus grande indépendance. Maintenant, moi je ne vais pas entrer dans l'enseignement, parce qu'en fait, à tout seigneur, tout honneur, je pense que le professeur a dit de manière bien plus détaillée ce que c'est que le mandat impératif nul. C'est vrai que dans l'imaginaire populaire, ce sont des expressions, alors c'est une expression qui prête parfois à confusion ou alors qui est parfois un peu très difficile à comprendre. Qu'est-ce qui semble être difficile? C'est simplement la possibilité de ne pas accepter que, effectivement, la transhumance ou alors le départ d'un député pour un autre parti confère effectivement l'éligibilité à ce nouveau parti. Et je pense que s'il faut même aller un peu plus loin, prenons simplement un cas aussi terre à terre. Est-ce que lorsque un député a quitté son parti pour adhérer à un parti qui n'en a pas, est-ce que ce parti qui n'en a pas directement est représenté à l'Assemblée nationale? Non. Est-ce que ce parti peut maintenant exercer comme étant représenté dans une instance quelconque? Non. Donc, il est donc pas normal, ou en fait, il n'est pas plausible de croire que si vous n'êtes pas représenté par le fait de la transhumance d'un parti, que vous soyez à même de profiter, dans le sens propre du terme, de tous les avantages que confère la légitimité d'un député. Donc ça, c'est pas possible. Mais je disais encore tantôt, je pense que les explications ont été les plus mieux données ce soir. Et je pense que ça a été quelque chose de plus édifiant encore pour nous autres qui sommes sur ce plateau, en fait particulièrement pour moi. Parce qu'effectivement, on a suivi une fois le professeur Luçon dans le même exercice, dans l'explication en fait de ce mandat impératif qui est nul, effectivement, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur la scène politique actuelle au Cameroun, où c'est sensiblement le plus gros sujet de débat actuel et qui lui a valu sensiblement le titre de professeur de quartier. Donc, moi je pense que il n'y a plus matière à débattre. Les gens vont interpréter ou alors vont interpeller l'esprit de la loi. Mais sauf que je pense que
même si on entre dans le cadre de l'esprit de la loi, on serait en train de se marcher sur les pieds. En prenant en considération simplement le petit exercice que j'ai fait tout à l'heure avec la représentation nouvelle du parti qui n'en avait pas avant. Donc ce sont des choses pas compréhensibles ou alors pas évidentes à pouvoir appliquer. Je pense que pour ceux qui sont frappés aujourd'hui de l'interdiction de bénéficier de ce genre d'avantages, n'ont qu'à profiter, de tous les autres éléments effectivement que prend la Constitution. Effectivement, c'est la candidature indépendante dont nous parlions tout à l'heure. Se battre pour pouvoir avoir les 300 signatures et être éligible le moment venu à la grande messe politique qui aura lieu en octobre 2025. C'est Saint-Germain. Oui, je suis d'accord avec la deuxième partie développée par le professeur Bison et Somba quand il dit que le mandat représentatif, contrairement au mandat impératif qui est nul, consacre plutôt la liberté de conscience, la liberté de vote, la liberté d'exercice de la fonction de député. Je suis d'accord. Mais parce qu'il avait démarré en disant que non, le mandat représentatif consiste plutôt pour le député à voter les lois, à être... non, tu as commencé par ça. Non, donc là tu t'es bien repris après et je suis tout à fait d'accord. Bon, maintenant, je pense qu'il faut rappeler aux uns et aux autres que la loi qui consacre les conditions d'éligibilité, c'est le code électoral. Il y a des candidats qui sont égarés par leurs égarements, qui, effectivement, vont puiser dans la Constitution pour se donner une certaine virginité. Quand vous prenez un acte politique, par exemple de boycott, vous connaissez les conséquences juridiques. Vous connaissez les conséquences juridiques. Parce qu'il y a deux notions dans la notion de parti représenté. En termes de droit constitutionnel, on l'a dit, le mandat représentatif, le parti représenté, veut dire que, ne veut pas dire forcément que le député doit suivre les consignes de son parti ou de ses électeurs. C'est-à-dire que le député, dans le sens du Conseil constitutionnel, article 15, alinéa 2, le député représente l'ensemble de la nation, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il représente l'intérêt général. Dans le sens du droit constitutionnel. Dans le sens du droit électoral, de l'ECAM ou du code électoral, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu peut-être une erreur d'écriture. Qu'est-ce qu'on entend par parti représenté? Et c'est là qu'on a un sentiment de contrariété ou de non-conformité avec la Constitution. Mais là, on ouvre une autre brèche qui est peut-être une action en inconformité de la Constitution. C'est-à-dire que si on avait écrit tout parti ayant pris part aux élections, ça aurait été beaucoup plus clair. Mais je ne pense pas que le législateur de 2012 voulait dire que ceux qui ne vont pas aux élections peuvent profiter des transfuges politiques d'autres partis politiques. Donc je crois qu'il y a une ambiguïté à ce niveau. Mais maintenant, si on pense que la loi n'est pas conforme à la Constitution, il y a un formalisme procédural qui consiste soit à saisir le Conseil constitutionnel s'il s'agit d'une loi organique, ou à saisir les tribunaux ordinaires. Il y a un candidat en 2011, je crois c'est Vincent Sossen-Fouda, qui avait fait la même demande. Et le Conseil constitutionnel a dit que non, je ne suis pas compétent. Il a renvoyé l'affaire au tribunal administratif. La Cour suprême, vous l'avez dit. La Cour suprême à l'époque. Oui, à l'époque. Donc ça veut dire qu'un candidat qui n'a pas participé aux élections 2020, s'il veut engager une procédure de non-conformité de l'article 121 alinéa 2 par rapport à la Constitution, doit engager une procédure soit devant les tribunaux ordinaires, soit devant le Conseil constitutionnel. Parce que dans son rôle de juge des élections, soit en pré-contentieux, soit en post-contentieux, il ne peut pas apprécier la constitutionnalité d'une loi par rapport à la Constitution. Il a deux rôles, le Conseil constitutionnel. Il est juge du contentieux, préélectoral ou post-électoral. Il est chargé aussi de la régularité d'une loi par rapport à la Constitution. Mais si un candidat qui se trouve lésé dans le cadre d'un jeu électoral saisit le Conseil constitutionnel, eh bien, ce dernier va le renvoyer au tribunal ordinaire, ce qui prendra un certain temps. Il faut simplement retenir qu'un mandat, ce n'est pas le mandat dans le sens du droit privé, où vous donnez mandat à un huissier, à un notaire pour aller vous représenter, ou en termes un mandat judiciaire, non.
c'est une fiction administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le député exerce une fonction. Ce n'est pas une bouteille d'eau que vous transportez, que vous pouvez vendre, commercialiser. Non. Vous ne négociez pas votre mandat. On vous investit. Dès lors que vous prêtez serment, vous prêtez serment, vous êtes devenu député ou conseiller municipal de la communauté qui vous a élu. D'accord. Donc il faut simplement que les gens comprennent que quand on dit le mandat en termes du droit constitutionnel, ce n'est pas quelque chose qui est votre propriété. Vous avez une fonction. Quand vous sortez de votre parti, vous ne laissez pas au parti. Et vous ne donnez pas au parti où vous allez non plus. Donc on n'est pas député, on n'est pas parti représenté parce que vous avez accueilli un adhérent, exclu ou démissionnaire. Et ça, c'est un élément très important. On est mandataire parce que la loi vous a conféré ce droit de représenter soit le conseil l'arrondissement, soit les régions, soit les départements pour le conseil régional, soit le peuple pour les députés. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, pour terminer, l'interprétation finale sera donnée par le Conseil constitutionnel. Mais on connaît sa réponse d'avance. Donc, ce qui s'agit là, c'est pour rien du tout. On ne connaît pas sa réponse à l'avance. Non, on connaît sa réponse. Il y a une jurisprudence. On prend Charles Elie et ensuite on fait un dernier tour de table puisqu'on est à presque 10 ou 11 minutes de la fin de l'émission. Allez-y. C'est quoi? Le mandat impératif. Je dis quoi? Olivier, je suis sur une même table avec un grand professeur de quartier. Bon, blaguer, tu vas encore dire quoi? Il a fini de dire, c'est ça qu'il a fini de dire. Vous savez, moi, je suis de ceux qui estiment que j'évite de donner du grand amour. De la diversion. Voilà, j'évite de donner du grand amour à ceux qui n'ont rien à faire et ceux qui n'ont rien à dire. Parce qu'ils sont là, ils vont prendre les captures d'écran, les captures de, comme ils savent souvent faire le monitoring après les émissions. Ils vont prendre 2-3 phrases que Célestin aura dit, ils vont mélanger, ils vont dire voilà ce qu'il a dit. Exactement. Et ça va prendre toute la journée demain, ils vont pomper dans tous les groupes WhatsApp, que voilà, alors qu'il n'a pas dit ça. Voilà. Donc, vous voulez que moi, Zang du RDPC, il vient parler des mandats impératifs, subjonctifs, indicatifs, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Encore moins le RDPC. Nous, au RDPC, nous sommes focus sur ce que nous devons faire, ce que nous avons promis aux Camerounais, et on avance. Encore que, si vous vous rendez compte dans tout ce qui se passe là, lorsqu'on aura fini d'expliquer cette histoire, soit en Féfé, soit en Boulou, soit en Bassa, soit en Mendoumba, peut-être on comprendra mieux. Parce que dans tout le français, il y a des gens qui sont bizarres. Chacun dit ce qu'il veut dire. Donc, moi, à ce qui me concerne vraiment, permettez qu'ils ne disent rien dessus. Et c'est la position du RDPC. Tout ce qui concerne l'agitation qu'on voit tous ces jours-ci, ça ne nous intéresse pas au RDPC. On va faire un dernier tour de table parce qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Je vais donner le leçon au professeur Louisa Sombadé. J'avais eu un débat avec quelqu'un il y a 2-3 jours. Il y a un article 6 de la Constitution qui parle de l'élection présidentielle. Quand on dit que le président de la République est élu dans un système secret et est rééligible. Oui. Le terme rééligible, oui. Là on avait un débat au quartier, signifiait quoi? Est-ce que celui qui est le président sortant a-t-il les mêmes conditions à poser comme les autres, ou alors le fait qu'il soit président sortant est automatiquement pour lui un passe-droit pour être rééligible? Je sais pas, je vous comprends. Non, rééligible veut dire que il peut autant de fois que possible mettre sa candidature. Ok. C'est-à-dire qu'il est rééligible. Illimité. C'est-à-dire qu'on a levé le verrou de la législation dans 2008. Mais il pose les mêmes candidats que les autres. Ok. Merci. On n'aurait pas dû lever le verrou. Non, je sais comprendre. Okay. Alors, Célestin Diamène, on s'achemine vers la fin de l'émission. Alors, finalement, que retenir? Est-ce que cette disposition autour du mandat impératif qui fait problème aujourd'hui est de nature à discréditer le processus électoral qui est en vue, ou bien c'est susceptible tout au moins de limiter la transhumance politique? Je veux dire que, bon, c'est des agitations sympathiques. Il est évident qu'on ne peut pas obtenir des élus par césarienne. On obtient des élus par des voies naturelles. Je pense que tout le monde a compris autour de cette table que la voie sacrée, c'est les élections. Si vous voulez le bac, allez composer le bac. Il y a quand même un caractère immoral. On vous donne l'argent pour financer une campagne. Parce que l'État, dans sa première tranche, donne l'argent à tous les candidats pour financer sa campagne. Vous gardez votre argent, vous n'allez pas aux élections. L'autre prend cet argent pour battre campagne, dépense, recrute des majorettes,
recrute des voitures de Carpodium, va aux élections et a au moins un élu. Et puis au final, vous arrachez son élu pour dire que j'ai des élus. Mais c'est une malhonnêteté sans nom. On devrait faire une loi sur l'éthique pour sanctionner ce type de comportement politique. Parce que l'élection, c'est un sanctuaire. Si vous voulez obtenir des jumeaux, il faut copuler, éventuellement. Si vous voulez obtenir un salaire travaillé, ne comptez pas sur la chute de l'autre ou sur les éventuelles démissions ou exclusions. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment immoral. Laissons de côté la question du droit. Alors maintenant, en 2026, certains partis iront aux élections municipales et législatives. C'est pour chercher quoi? Des postes dans les conseils municipaux et dans les sièges de l'Assemblée. Parce qu'ils pensent qu'on va sur le terrain chercher des élus. On ne profite pas des conflits dans un parti politique Y pour prétendre après que je suis représenté à l'Assemblée nationale. Et puis pour finir, il y a une notion, et je crois que le professeur l'a bien expliqué, de confusion entre la notion de parti représenté, selon le droit constitutionnel, et la notion de parti représenté, selon les législateurs de 2012. Je crois que les législateurs de 2012 ont été un peu légèrement fantaisistes. Ils auraient dû écrire par le truc, on est représenté à partir du moment où on a pris part aux élections. Là, ils auraient levé toute ambiguïté. Parce que les profiteurs sont à l'affût. Il y a des juristes qui sont dans le juridisme pur. Ils sont là quand ils ont le pied cassé, ils essaient de se relever par une béquille, et la béquille, c'est la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution a à voir? Oui, c'est la faute juridique. Nous sommes dans une espèce de vaudou politique, ou socio-juridique. Politico-juridique, pardon. Donc, en vérité, il faut bien faire la différence entre la Constitution, qui organise les pouvoirs publics, les libertés fondamentales, et la loi, qui organise les conditions d'éligibilité, et rien que la loi. Je voulais terminer en disant ceci. Une loi qui n'est pas claire n'est pas une loi inapplicable. Non. Parce qu'ils veulent faire croire que comme c'est ambigu, donc ça n'est pas applicable. La loi claire, peu claire, est toujours applicable, jusqu'à ce qu'il y ait une loi rectificative. Tant que l'article 121 alinéa 2 n'est pas corrigé, cette loi s'applique selon les jurisprudences antérieures. Pourquoi M. Franklin Difford a eu besoin du parti de M. Monté à Banca pour être candidat? C'est parce que c'est l'article 121. M. Cabral Libia a eu besoin d'un Couvendant pour être candidat. Et M. le bâtonnier Kéré a eu besoin du parti de son frère, l'AFP, pour être candidat. Pourquoi pour les beaux yeux de quelqu'un, on viendrait aujourd'hui refaire la loi pendant le match? Les règles du jeu ne se changent pas pendant le match. C'est après le match éventuellement. D'accord, pour terminer maintenant, vous permettez qu'on donne le soin aux juristes sur le plateau professeur de droit à l'université. Alors, professeur, tel que la Constitution est élaborée, à son article 15, aussi l'article 121 du Code électoral, est-ce qu'il y a nécessité de le modifier ou tel que c'est disposé, ça permet un jeu démocratique dans le cadre du processus électoral? Quand on va rétablir une nouvelle constitution, parce que chez nous, le contrôle de consulter par voie d'action n'est pas autorisé. Le juge le dit dans l'affaire Sanda Obangui. C'est-à-dire chez nous, c'est le contrôle par voie d'action. C'est-à-dire qu'avant qu'on tue la loi dans l'œuf, mais dès que l'œuf sort, c'est-à-dire que l'embryon sort de l'œuf, et il n'y a plus un contrôle possible. Donc pour l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan technique? C'est qu'en établissant dans une nouvelle constitution, on va tout faire pour que ces dispositions soient conformes à la loi fêtière qui est la Constitution. Parce que vous savez que dès qu'il y a la Constitution, les autres normes infraconstitutionnelles fuient. Un peu comme si c'est un Djundju. Un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, je voudrais dire, monsieur Olivier, je pense que le Cameroun est un pays particulier. Quand vous avez la possibilité de diriger un pays comme le Cameroun, où comment dire, les ethnies sont plus nombreuses que les jours de l'année, cela doit tenir d'une gageure. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que sur le plan politique, et on l'a évoqué tout à l'heure, nous avons eu cette année une inscription massive sur les listes électorales, ce qu'on n'avait pas eu avant. J'ai aimé
le jeu tactique tout à l'heure d'Élie, qui a rappelé déjà jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore ouvert, mais on a déjà des candidats. Moi, c'est ce que je veux. La Constitution, article 3, concours à l'expression du suffrage, participer à la compétition. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit faire le favoritisme. Non, la loi est due, c'est la loi. Durant les siècles, il faut ramener à 5 millions la caution. Pour qu'il y ait plus de candidats. Ben oui, c'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est de ne pas sanctionner les gens sur leur qualité de fortune. Oui, mais je veux dire aux Camerounais qu'ils sortent en fait de la psychose des lois. Quoi qu'il en soit, avec les lois actuelles, tout est possible. Qu'ils aient simplement voté qui contrôle le vote. Parce que je pense que rien ne peut se changer maintenant. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord. Rien ne peut se changer maintenant, mais ça ne nous exclut pas en fait de partir ou alors de participer à ce genre de Bien entendu. Il ne faut jamais boycotter. Il ne faut jamais boycotter. Pour le Conseil constitutionnel, les patates chaudes. Oui, ça sera très chaud. Il faut renvoyer l'affaire aux tribunaux ordinaires, ça c'est rien. C'est des jurisprudences. Ce qui veut dire qu'on aura encore. C'est un jeu d'enfant. Et du coup, on aura forcément encore d'autres émissions comme ça pour en parler jusqu'au scrutin. Jusqu'en octobre prochain, il y aura encore forcément d'autres émissions. On aura encore tellement de choses à se dire, des débats aussi intéressants que celui d'aujourd'hui. En tout cas, cela ne tienne. Mardi prochain, on va se retrouver à nouveau sur le plateau de Cartes sur Table pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous. On liquide ça en quelques secondes, on liquide les bêtises. Ça, c'est quoi ces histoires? Il faut aller aux élections. Mais si tu as peur des élections, tu t'attends à quoi? On est sur la de la chasse.